C'est quoi le nouveau DiCaprio? Je n'ai plus le nom, mais j'ai vu avant d'annonce, ça a l'air très sympa. D'accord. Ça a l'air un peu... ça a l'air un polar, pas un polar. Vous couperez cette partie, je sais plus de quoi ça parle. D'accord. Bon, ça a l'air sympa en tout cas. Non, il y a 8 pistes. Non, il n'y a pas 8 pistes. Pas 8 pistes, il y a 8 et 8. 12, 13, 14. Il y a 14 pistes. Ah, 14, 15 pistes. Bon. Et là, il y en a combien? Pour voir ce qui se passe. Je sais pas. Voilà, là, il y en a 64. Bon, bah, très bien. Ça va être sympa le rangement après, je pense. Ça va être très sympa, Perrin. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club. Aujourd'hui pour une émission un peu particulière, puisqu'on va revenir sur Tom Cruise. Et pour ce faire, un invité, ici, à ma gauche, ou à votre droite, selon. Thomas. Selon s'il retourne à la télé. Selon s'il retourne à la télé, peut-être. Le... Thomas, de la chaîne Pop One, et anciennement Vinyl Club avec moi-même. Voilà, c'était une époque... Révolue. Une époque révolue. Bienvenue à toutes et à tous au Vinyl Club. Perrin, vous êtes où? Perrin! Putain, ça fait du bien de réécouter Nirvana. Oh, je ne sais pas, Perrin. Il y aura toujours moyen sans doute de faire quelque chose, mais en tout cas, c'est toujours intéressant quand même toujours d'interagir ensemble, puisque voilà, on se connaît depuis quand même extrêmement longtemps. Et en plus de ça, effectivement, Tom Cruise, vous en connaissez un rayon sur le bonhomme, ouais, si on peut dire. J'ai commencé presque ma vie dans le cinéma avec lui. Oui. Dans le début des années 80, et ça m'a suivi toute ma vie. Ça vous a suivi toute 40 votre vie, ans en fait. À tel point qu'on vous surnomme le Tom Cruise de l'Est de la France. Non, ça c'était pas... Merci. Ah, je vous en prie, avec grand plaisir. Alors on va revenir, effectivement, on va se faire un petit classement. Alors c'est très difficile, ouais. Effectivement, j'ai dit on serait parti sur 10 films. Ouais. Parce que c'est vrai que la filmo est tellement grosse de cet C'est vrai que c'était acteur. compliqué, là. Quand on m'a demandé 10 films, Ouais. et là je me suis aperçu que c'était très compliqué. Et bah, même pour moi, oui, je suis pas sur 10, mais en fait, c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc c'est vrai qu'il a une carrière qui est exceptionnelle. Ouais. Il y a eu des bas à un moment donné, Oui. au début des années 2000, mais tellement de haut dans les années 80, et puis après il est revenu sur Mission Impossible où sa carrière est remontée. Hein. C'est vrai qu'on est passé outre la Scientologie à un moment donné, qu'il a flingué une partie pendant 5-6 ans ses films d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. C'était quand même pas terrible. Ouais. C'est vrai que c'est passé maintenant totalement sous le tapis là maintenant. Ouais, mais il en parle plus. Non, il en parle plus, et puis en même temps, enfin après, il y a autre chose que la scientologie dans la vie. Et puis c'est vrai qu'à un moment donné aussi, c'est un des derniers gros acteurs d'Hollywood, avec Brad Pitt et DiCaprio. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est la dernière star de cinéma d'action en activité On va dire que c'est un des acteurs où on se déplace pour aller voir ses films encore au cinéma. Ouais. À l'époque, dans les années 80, on se déplaçait dès qu'il y avait un Schwarzy, un Stallone, un Tom Cruise, Harrison Ford, on se déplaçait rien que pour le nom. Rien que pour le nom. Alors, le nom, il y avait également les réalisateurs, on se déplaçait pour ça. Puis après, si vous combinez avec les musiques de films qu'il y avait dedans, c'était un petit bonus en plus. Mais c'est vrai qu'on se déplaçait pour ces acteurs-là. Oui, non, mais c'est sûr. Et Hollywood a perdu ça depuis très longtemps, en fait. Depuis un moment, effectivement, mais il l'a conservé finalement avec encore Tom Cruise. Un petit peu avec Keanu Reeves sur les John Wick, mais c'est vrai que dans une moindre mesure. Ouais. Mais voilà, mais c'est vrai que Tom Cruise finalement est peut-être la dernière grosse superstar de films d'action avant bien longtemps peut-être. Alors il a signé avec la Warner, là d'après ce que j'ai appris, pour faire des films un peu plus indépendants. Oui. Bah là j'avance aussi quand même. Bah oui. Donc il a signé, on verra ce que ça va donner ces films. Il va peut-être revenir à un jeu d'acteur plus sobre. Oui, bah c'est c'était son souhait. Hein. Ouais, c'est ça, ce qu'il faisait sur Magnolia ou Des Hommes d'honneur par exemple. Voilà, ou Vanilla Sky. Vanilla Sky aussi, ouais. Mais oui, c'est sûr que... Alors, la première critique est tombée. Je ne sais pas si vous avez regardé les critiques de Mission Impossible. Pas du tout, je ne veux rien savoir. Je ne veux absolument rien savoir. Bon. On va le découvrir ensemble ce samedi. Ouais. Et enfin voilà, la vidéo sera tournée au moment où on publiera déjà. On aura déjà été le voir. J'en ferai d'ailleurs je rajouterai peut-être une petite critique, un peu mon petit avis en fin de vidéo, puisque comme on va le voir ensemble. Et puis, vous savez que j'écoute pas trop les critiques comme de cinéma. Oui, je le sais. Mais j'en ai écouté quand même une bonne vingtaine. Là, vous écoutez pas, mais vous les avez écoutés quand même. Ouais, mais j'écoutais quand même pour voir. Mais après, c'est pareil, j'écoutais à l'époque les critiques d'Horizon. Et si j'avais écouté toutes les critiques, j'aurais pas vu le film. Et pour moi, Horizon était le meilleur film. Bien sûr. Même si c'est pas dans le même registre. Mais bon. Mais c'est vrai que, après, voilà, moi, je m'essaye à l'exercice de la critique ou de la vie. Par contre, c'est vrai que j'essaie, quand il y a des choses à dévoiler ou des trucs, de ne pas le dire, de faire sans spoiler, même parfois, parce que des fois, et des fois, je tourne la critique et je me dis non.
j'ai pas envie de la faire parce que je vais spoiler les gens et je la fais pas en fait. Vous voyez ? Non mais je vais jusqu'à ce point-là parce que là il n'y a pas vraiment de spoiler sur une critique que j'ai entendue. Oui. Enfin, le film dure 2h50 et il paraît donc juste sur la première partie, il paraît que la première heure est très très longue et vraiment très longue et on se demande même parfois, alors c'est ce que j'ai entendu, au moment de ce qu'on fait là. Et c'est bizarre. Par contre, les scènes d'action sont époustouflantes apparemment. Oui, il n'est pas si, il n'y a pas tant d'action que ça apparemment. Également. Bon, écoutez, on verra ça. En tout cas, c'est des films quand même à voir au cinéma, quoi qu'il en soit, à faire son propre avis aussi. Tout à fait. Il faut toujours se faire son propre avis. De toute façon, voilà, moi je donnerai quand même le mien, sans doute. Je ne sais pas encore, mais on verra. Vous le découvrirez parce qu'au moment où on tourne, on n'a pas vu le film, mais vous le découvrirez sur la vidéo de toute façon. En attendant, installez-vous confortablement. On est parti. Tout de même sur l'homme qui est Tom Cruise, puisqu'il est quand même acteur, producteur et cascadeur, Perrin, ne l'oubliez pas. Alors, par contre, c'est surprenant, il n'est jamais passé derrière la caméra. Non, il n'est pas encore passé derrière la caméra. Peut-être pour ses 70 ans, qui allait savoir. Voilà, peut-être Ouais, c'est assez surprenant. Non, mais peut-être qu'il le fera un jour, mais en fait, on a l'impression qu'il aime quand même extrêmement bien collaborer avec le réalisateur. Il est quand même très... Parce que c'est un vrai cinéphile, Tom Cruise. C'est ce qu'on découvre de plus en plus dans des interviews. C'est vraiment une personne qui aime le cinéma profondément et qui aime que les gens se déplacent au cinéma. Et qui aime offrir quelque chose aux spectateurs. Donc c'est pour ça, toutes les cascades et compagnie, ça le fait kiffer. Ouais. Mais il aime le cinéma profondément. Et en plus, en période actuelle où je trouve le cinéma est en train de, entre parenthèses, de mourir, quand on voit toutes les plateformes de Netflix où c'est nu du consommable, il n'y a plus un film qui reste. Mais alors c'est aussi beaucoup dans la culture américaine, où ces films sont devenus apparemment, depuis pas mal d'années, pas vraiment pour les Européens, mais pour les Américains, du consommable. Le film passe, terminé, mais on passe à autre chose. Ça, c'est une habitude de consommation qu'ont beaucoup les Américains par rapport à la France. J'ai envie de dire. Les Français, les Américains, par rapport à nous qui sommes un peu plus dans le détail du cinéma à proprement parler, les Américains, c'est beaucoup de la consommation. Et je ne sais plus qui avait dit cette anecdote-là, mais j'avais entendu dire ça, effectivement, que les Américains, en fait, ils consomment le cinéma d'une manière totalement différente de la France. Et ce qui est marrant aussi, c'est... de voir à quel point, justement, effectivement, Tom Cruise est vraiment un passionné, mais vraiment de fou de cinéma. L'actrice qui jouait la méchante dans Dead Reckoning, une actrice française qui s'appelle Pomme, je sais plus le nom, je vous mettrai en description. Comme si. Voilà, non, elle avait des anecdotes comme ça, elle balançait quelques anecdotes sur Tom Cruise, elle lui pose une question, et là, il rentre dans les détails de caméra, de trucs, de machin. Il adore ça. Il échange tout de suite, en fait, il lui a répondu comme ça, instantanément, sur le truc, mais dans les détails de fou, alors qu'elle était sur le tournage finalement. Il adore ce qu'il fait. Puis, d'ailleurs, il adore également, on peut le voir, le contact avec les spectateurs, puisqu'on l'a vu récemment à Cannes. Ah bah là, à Cannes, il s'en donne un cœur joie. Il est en Angleterre pour l'avant-première. Ouais. On voit qu'il aime ça, à contrario d'un mec comme DiCaprio qu'on a vu à Cannes, où on a l'impression qu'il n'a rien à foutre. Chier, non, c'est vrai que voilà, il aime faire plaisir à ses fans. Enfin voilà, on l'a vu un peu sur tous les fronts à Cannes, effectivement. Intéressant de la part d'un acteur aussi charismatique que Tom Cruise. Acteur donc de films d'auteur, comme aussi de films de blockbuster. Voilà, il passe vraiment dans tous les registres, effectivement, et c'est ça qui est depuis plus de 40 ans d'ailleurs, et c'est quand même aussi incroyable d'avoir un acteur comme ça qui sait jouer en fait aussi bien une sorte d'acteur de film d'action comme des personnages effectivement plus approfondis, plus mystérieux quelque part. On aimerait bien le retrouver sur des rôles, je disais, comme Magnolia ou
où il y a vraiment son jeu d'acteur qui était à 200%. Ouais. On verra sur la suite, mais bon, après, c'est vrai qu'il vieillit. Mais c'est vrai que la carrière, en tout cas, on va brasser une partie de sa carrière. Ouais. C'est vrai que c'est quand même vous la connaissez probablement, mais c'est vrai que c'est incroyable, quoi. Oui, c'est incroyable, effectivement. Il y a pléthore de choses diverses et variées, en l'occurrence, et donc on va s'y coller. Alors il ne faut pas oublier que Tom Cruise, Perrin, a refusé quand même des rôles majeurs, notamment celui d'Iron Man, Perrin. Oh, tu parles d'un rôle majeur? C'est sérieux? Non mais t'aurais pu me barrer d'autres choses. Non mais bon, non mais c'est quand même marrant. C'était le déclin du cinéma américain à partir de là. Hein. Le déclin du cinéma. Le premier Iron Man était quand même sympathique. Oui, mais il fallait rester sur ça dans ce cas. D'ailleurs, il a fait quand même un Marvel. Il a complètement foiré sur La Momie, pour ceux qui ne le connaissent pas. Ouais. Le Dark Universe. Ouais. Et c'est vrai que celui-ci, par contre, il n'était pas si mauvais que ça. Oui, parce non, il n'était pas si mauvais que ça. En plus, il y avait Sofia Boutella qui jouait très très bien La Momie. Mais ouais, c'est vrai que celui-là, il a foiré complet. Ouais. Il y a cette période de film qui... Parce que oui, il devait y avoir tout un truc avec le... il devait y avoir des suites et tout. Ça devait enclencher. Oui, effectivement, mais bon. Bon, ça a foiré. Ça a foiré, ma foi, voilà. Et puis, il a refusé également le rôle de Neo dans Matrix. Ouais. Il devait le jouer, figurez-vous. Voilà, pour le coup, Keanu Reeves, il l'interprète parfaitement bien. Keanu Reeves l'interprète parfaitement bien, mais en tout cas, voilà, histoire de dire. Il y avait même Édouard Romain d'Argent, on lui avait proposé aussi ce rôle. Donc, en tout cas, voilà, il a refusé quand même, effectivement, quelques rôles surprenants, ma foi. Donc voilà. Alors on va commencer notre petit classement qui est très difficile, mais il va falloir s'y coller, Perrin, parce que sinon... on part sur 10. On va partir sur 10. Alors on va partir de la 10e place jusqu'au numéro 1. On en profitera pour vous montrer du support physique. Vous nous connaissez, évidemment. Donc je vous propose le numéro 10. Je vous propose de commencer, Perrin. Alors je commence par le commencement pour moi. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Alors là, attention. C'est Taps. Donc avec Sean Penn et Timothy Hutton. Ouais. C'est une école militaire qui va fermer. Ouais. Et en fait, les élèves à l'intérieur vont essayer de garder au maximum ouvert cette école. Donc ils vont le prendre en fait, ils vont prendre cette école en otage, entre parenthèses, ils vont rester dedans. D'accord. L'armée va vouloir rentrer de force. Ouais. Alors ce qui est incroyable quand on revoit ce film encore maintenant, d'ailleurs, il est parachutiste, il joue un parachutiste. Comme vous, Perrin. En votre temps, vous voyez. Oui, j'allais venir dessus. Pourquoi j'étais parachutiste? Par rapport à Tom Cruise. Vous aviez sélectionné votre... parce que des fois, on ne sélectionnait pas forcément. Hein. Non, mais moi, j'ai demandé à être parachutiste. Vous avez demandé, d'accord. Je vous laisse mettre la photo, je vous la donnerai. Évidemment, votre célèbre photo. Ça, on l'a... Et donc, alors d'ailleurs, ce qui est dingue dans ce film, c'est que par rapport à Sean Penn, qui est tout jeune, c'est un charisme de dingue, il écrase tout le monde. Et c'est un de ses premiers films. Alors c'est vrai que alors ça fait très 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 longtemps que je ne l'ai pas vu, Perrin. Il est dedans. Mettrez une petite. Oui, bien sûr, je mettrai des petits extraits. Des petits extraits. Et vous verrez la tronche qu'il y a là-dedans. Ouais. Et il est excellent. Et donc il a un rôle. En fait, il n'a pas le premier rôle. Non, mais par contre, dès qu'on voit l'écran. Il a un magnétisme. Pourtant, il est jeune, il a un magnétisme de cinglé, quoi. C'est un truc de fou. On a vu quelques à l'aube du nouveau Mission Impossible, on a vu quelques images d'archives aussi. Quand il tire et tout, il tire la fenêtre à la fin et tout. Mais c'est vrai qu'il est incroyable là-dedans. Et voilà pourquoi j'ai été parachutiste. D'accord, je ne savais même pas que c'était à cause de ça. Je voulais mon béret rouge, que j'ai toujours gardé d'ailleurs. Vous l'avez gardé, votre béret rouge un peu grâce à ce film quand même. D'accord. Voilà pour Taps. Écoutez, magnifique cette anecdote. Alors moi, je vais partir sur... en numéro 10, je vais mettre Magnolia. Parce que j'ai mis d'autres choses en plus haut. Mais je vais mettre quand même Magnolia de Paul Thomas Anderson parce que c'est vrai. Film un peu puzzle, effectivement, mais qui nous montre une facette différente. Il est incroyable, de Tom Cruise. Et voilà. Et donc j'ai beaucoup aimé. Donc, il aurait mérité d'avoir un Oscar pour ce rôle. C'est vrai. La dernière scène qui tourne où son père meurt, il improvise quasiment toute la scène. Une scène exceptionnelle où il est sur le lit de mort de son père. Et en fait, il l'injure en permanence et il lui dit toute la haine qu'il pense, comme à son père en fait. Et il a vraiment pris ce rôle à cœur et il aurait mérité, mais largement un Oscar là-dessus. Je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas eu. Ça, c'est vrai que c'est surprenant parce que là, c'était le moment où jamais. Et d'ailleurs, il y a le BO de Supertramp dedans. On entend Supertramp. La BO est excellente. Vous me parlez de BO. Voilà, avec cette BO et cette célèbre pochette moche, Perrin. Dégueulasse. Je sais que vous détestez elle est moche, plus que tout. Enfin bon, il fallait quand même la voir, cette BO, parce qu'elle est quand même bonne. Et donc, j'en profite pour vous montrer. Donc là, nous avons un trifold ici. Effectivement, c'est vrai que c'est une pochette un peu étrange. Ouais, et quand même... Mais ils n'avaient pas les droits, je crois, Mondo à l'époque, pour avoir la pochette.
C'est vrai qu'ils auraient pu faire un truc un peu plus sympa. Après, donc voilà. C'est subjectif, bien sûr. Bien sûr, c'est subjectif. Et je vous montre un seul vinyle. Bon, vous avez épuisé, hein, ça, je crois. Oui, je crois que c'est épuisé. Il l'avait ressorti là récemment, mais j'ai vu ça passer, Donc petite leaflet au passage. Et puis, donc il y a 3 vinyles blancs. Donc je vous le montre. Le voici. Je vous en montre un sur les 3. On va pas ressortir les 3. Hop. Il y a Julianne Moore dedans aussi également. Il y a Julianne Moore. Et puis, vous avez effectivement des chansons. Des chansons. Voilà, donc des chansons de Aimé Mann et un score de John Bryan. Par contre, je crois qu'il n'y a pas Supertramp dedans. Non, il n'y a pas Supertramp, effectivement. Il manque encore un peu des choses, malgré tout. Supertramp qui sont très très bons dans le film. Peut-être sur le CD, d'ailleurs. Sur le CD, ils y sont. Voilà, sur le CD, ils y sont. Nous passons au numéro 9, Perrin. Légende, Perrin. Alors, Légende, ouais. J'ai hésité à le mettre dans mon classement, je vous avouerai. Ah, vous l'avez pas mis du tout ? Non, je ne crois pas l'avoir mis. Mais j'ai très très longuement hésité, effectivement. Ah oui, je remonte un peu la carrière de Tom Cruise, parce que Teps, alors 85, il me semble, de tête, 84-85. Légende, réalisé par Ridley Scott, qui est un film, entre parenthèses, un peu oublié et un peu mal aimé quand même du grand public. Alors pourtant, il est exceptionnel avec Tim Curry en diable. Oui. Alors, pour l'anecdote du truc, c'est que ce film-là, j'ai dû le voir au cinéma à l'époque de sa sortie 5 ou 6 fois. Incroyable. Ouais. Moi, je l'ai découvert qu'après. Je ne l'ai pas vu au cinéma, je l'ai découvert plus sur le tard, dans les années 90. Mais effectivement, c'est un film que j'ai beaucoup aimé également. J'ai aussi, pareil, il y a tellement de choses qu'on aurait pu le mettre dans le classement. Alors, je suis content que vous le mettiez, effectivement. Légende, c'est un film que j'aime beaucoup et je l'ai vu un paquet de fois. On est dans l'heroic fantasy. Hein. Ouais, exact. Et c'est vrai qu'il est avec Mia Sara dedans et Tom Cruise est très très bon. Et c'est sur ce film-là, donc réalisé par Ridley Scott, que son frère Tony va le chercher pour aller faire Top Gun. Donc tout va démarrer à partir de là. Tout va démarrer effectivement à partir de là. Alors aussi pour l'autre anecdote, c'est que je l'ai vu 5 ou 6 fois au cinéma et à un moment donné, j'ai dit je vais peut-être aller voir autre chose. Donc on devait être en 85. Il y avait Commando à l'affiche. Ah oui, c'est vrai, que vous avez vu aussi 5 ou 6 fois. Non, mais Commando à l'affiche, j'y vais avec mon frère. Oui. Et en fait, c'était un témoin de 13 ans. Ah oui, c'est ça, oui. Et donc, on n'a pas pu rentrer. Non. Donc, on est retourné voir Légende. Voilà. D'où Légende 5-6 fois. Voilà. Effectivement. Alors, je suis content que vous montriez ce laserdisc. Donc, voilà, bon, j'ai les mêmes que vôtres, mais vous voyez que c'est l'écran laser ici. Oui, je l'ai aussi. Voilà, l'écran laser, c'est donc les années laser. Oui, je sais. Vous l'avez récupéré des années laser. Et alors, attendez, moi j'ai récupéré donc une autre version. Ah oui, celle-ci. Celle-ci. Elle est sympa aussi, celle-là. Elle est plus belle, celle-là. Ah oui, je la connaissais pas du tout, cette version-là. Je sais pas si vous la connaissiez en laserdisc, celle-ci ? En fait, non. Voilà, vous voyez. Donc, en fait, ils avaient produit 2 pochettes différentes, les années laser. Et donc, ça, c'est quand même une curiosité. Celle-ci est quand même relativement assez affreuse, quand même, il faut dire ce qu'il est. La première ? Ah oui. La première, oui, elle est un peu différente. Mais celle-ci, elle en jette quand même. Hein. Permettez-moi de vous le dire. Donc, ça, je suis très, très heureux. Donc, j'ai pu... c'est un cadeau, hein, voilà. Donc, je remercie encore Patrick de me l'avoir offert. Oui, là, oui, on est dans du haut collector, là. Ah, bah oui. Oh là, il y en a plusieurs. Ah oui. Tu vends aussi du laserdisc ? Non. Oh là, il est beau celui-ci. Bah oui. Et ça, c'était votre production, ça ? Exactement, les années laser. Oui. Et j'en ai encore quelques-uns, moi. Effectivement, et là, je suis vraiment ravi d'avoir cette version que je ne connaissais pas. Et il y avait une autre version, figurez-vous, un laserdisc de la Warner. La voici. Donc, vous voyez, il y a 3 versions différentes pour les gens. La pochette n'était pas extraordinaire. Alors que l'affiche originale est incroyable. L'affiche originale, elle est magnifique. Celle-ci, il faudrait essayer de la choper. Effectivement. Donc, 3 versions différentes pour Légende. J'ai même la VHS, Perrin. Alors, je recherche la VHS de location qui est éditée par Canon. Alors, je l'ai aussi, celle-là. Éditée par Canon. Oui. Et on voit le diable sur fond blanc. Oui. Qui est assez compliqué à trouver. Effectivement, après la VHS de location sur Légende, oui, ça ne va pas être simple à trouver, effectivement. Mais bon, je suis quand même content d'avoir conservé, effectivement, cette Légende. Et donc, sur ce Légende, 2 scores de Jerry Goldsmith, qui est donc la version européenne. C'est la particularité de ça, de Légende, c'est que vous avez un score américain et un score européen. D'ailleurs, pour le coup, autant j'aime bien le groupe Tancho & Dream. Oui. Je n'arrive pas à écouter ce score. C'est vrai ? Je ne peux pas. Le score de Goldsmith est tellement ancré pour moi. Oui. C'est compliqué. Vous prêchez un convaincu, Pierre. Non, mais là, pour le coup, il est vraiment marqué dans le film. Hein. Oui, c'est sûr. Donc, voilà. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est les Américains, c'est les producteurs américains où
la maison de production, qui a refusé le score de Jerry Goldsmith, qui leur a dit on n'en veut pas pour le marché américain, ça ne nous intéresse pas, garde-le pour le marché européen. Ce qui est assez surprenant quand tu vois la qualité du truc. Surtout quand tu vois le compositeur. Et surtout qu'il sortait d'Alien quand même. En plus, oui, donc c'est sûr, hein, c'est quand même surprenant. Donc quoi qu'il en soit, vous avez effectivement cette version remasterisée de Légende de Jerry Goldsmith, le pressage d'époque, et donc il existe effectivement pour les Américains la version Tangerine Dream que l'on n'a pas encore acquise à ce stade, qui est une version un petit peu plus compliquée à trouver, mais voilà, qui existe aussi en vinyle du reste. Donc on verra ça pour la prochaine fois. Allez, j'en profite pour montrer une belle version DVD. Que j'avais jamais vue d'ailleurs. Que vous n'aviez jamais vue, effectivement. Putain, vache, elle est rare celle-là. Hop, regardez. Elle est belle. Avec un beau une petite leaflette. Ouais, celle-ci est pas courante. Hein. Hop. Je l'ai jamais vue cette édition, c'est dingue ça. Faudrait que je regarde ça. C'est fou. Hein. Voilà, ça fait partie des DVD d'époque. Hein. Elle date celle-là, je peux vous le dire. Voilà, avec une belle... Il faut que j'arrive à me la choper celle-là, elle est sympa. Ouais, elle est sympa. Et puis le petit livret à l'intérieur. Encore une fois, il y avait des belles éditions DVD. Vous voyez, on retrouve la pochette des années Laserdisc là. Regardez. Je ne sais pas si vous vous souvenez du bruit du sabot. Le diable sort de la glace. Oh là là. Oui, tout à fait. Ah, ça, celui-là, je m'en souviens bien. Ça, c'est un film que je revois avec plaisir régulièrement. Ça, c'est bon, effectivement. Très très sympa ce Légende. Alors la 9e position, pour moi, j'ai mis encore une fois un Tom Cruise dans un autre rôle, celui-là qui n'est pas fréquent parce que c'est le rôle d'un méchant, avec Collatéral ici. Très bon aussi. Donc ça c'était le DVD. Et puis le Steelbook. Et une excellente BO là-dessus d'ailleurs. Qui n'est pas sorti en vinyle, mais que vous avez en CD ou pas? Oui, absolument. Oui, je crois que je dois l'avoir aussi. Je n'ai pas ramené les CD, hein, vous m'en excuserez. Tu as la Various et également le score de James Newton Howard qui était sorti chez Intrada ou La La Land, qui coûte une blinde maintenant. Ouais. Mais ouais. Voilà, le Steelbook, donc ça c'est la version 4K, donc ça fait plaisir d'avoir une belle version comme ça. J'aimais juste pas trop comment filmait Michael Mann, mais dans le film, vous vous souvenez, c'est un peu caméra à l'épaule. Oui, c'est un peu caméra à l'épaule. Ça m'a toujours un peu emmerdé ça sur après on suit effectivement comme ça Tom Cruise. C'était un peu granuleux, mais ça c'est du Michael Mann niveau... Oui, mais c'est lui qui a voulu, qui a voulu faire ça. Hein. Là c'est totalement assumé de sa part. Oui, il assume, mais en tout après, cas... c'est pas ce que je préfère niveau... Mais en tout cas, c'est un film à découvrir pour ceux qui ne l'ont pas vu. Collatéral, là, vous allez découvrir un Tom Cruise dans un registre vraiment différent. Où il compose effectivement un méchant, accompagné de Jamie Foxx, qui joue très bien dans le film également. Donc, film de Michael Mann, donc tout est dit à partir de là. Oui, c'est vrai que ça commence bien. C'est vrai qu'ils sont entourés souvent d'excellents réalisateurs aussi. Oui, c'est ça aussi le propre des grands acteurs, j'ai envie de dire. Ouais. Et puis, nous allons passer à la 8e place, Perrin. Qu'en est-il très précisément? Je l'ai mis aussi à la 8e place, Perrin. C'est extraordinaire. Alors, putain, vous avez la VHS. Oui, de location. Ah, magnifique. Alors, on est un 4 juillet, film d'Oliver Stone, avec cette... je suis très content de l'avoir. Ah oui. Parce que je collectionne les VHS de location. Oui, effectivement. Voilà, Donc, la VHS de location de Né un 4 juillet de CIC Vidéo. Elle est belle, celle-là. Elle est belle, celle-là. Ouais. Et avec ce logo qui est ici, qui est présent. Et c'est vrai que j'en ai quelques-unes maintenant. Je ferai des vidéos sur le sujet. Mais... Alors, par contre, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est des fois, on voit le vidéoclub. Oui. Alors là, c'est quoi, par exemple? Loca Vidéo. Loca Vidéo. Alors, dites-nous, dans les commentaires, si quelqu'un connaît Loca Vidéo. Ça serait intéressant de le savoir. Loca Vidéo. Alors, ce qui est intéressant également sur la VHS de location, c'est pour ça que j'aime ça aussi. Bon, déjà le boîtier et la jaquette, qui n'a rien à voir avec les. Mais les boîtiers et les jaquettes sont généralement plus grands. J'aurais dû ramener parce que j'ai aussi la VHS de Né un 4 juillet de vente. Et vous vous souvenez, c'est les VHS CIC avec le bandeau doré. Oui, je vois tout à fait. Donc ça aussi, voilà. Mais alors ce qui est intéressant, c'est également les bandes annonces. Ah oui, c'est vrai, c'est ça aussi effectivement l'intérêt. Alors de mémoire, j'ai un doute. Mais il me semble que c'est Retour le futur 2. Qui était sur Né un 4 juillet. Qui est à la fin de Né un 4 juillet. C'est marrant. Une fois que je vérifie, mais je crois que c'est la même période. Alors ça, c'est marrant, effectivement. Et parce qu'il n'y avait pas de trailer, il n'y avait pas de trailer, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de réseau à cette époque-là. C'était toute l'époque Backdraft et compagnie. Et c'était aussi l'intérêt d'avoir... Déjà, on avait les films extrêmement en avance, Perrin, sur les vidéoclubs. Il fallait attendre un an après le cinéma. Voilà. À cette époque. Vous aviez un an après le cinéma, mais vous aviez au moins 6 mois ou plus d'exclusivité.
Oui, vous, locative. En location, mais c'est pour ça que je vous dis ça. Ouais, en location. Et donc, 6 mois à 1 an avant de pouvoir l'acheter. Exactement, et ce qui donnait l'occasion de voir des bandes annonces parfois qu'on n'avait jamais vues. Mais là, c'était vraiment les bandes annonces de Vidéoclub. Ce qui allait sortir Vidéoclub pendant cette période-là. Exactement. Et donc, après, Né un 4 juillet fait aussi partie, encore une fois, on a encore un rôle différent. Là, il fait partie d'une trilogie d'Oliver Stone. Platoon, Né un 4 juillet, vous aviez aussi derrière, il y avait quoi il avait fait quoi d'ailleurs Oliver Stone Entre ciel et terre. Ouais, Entre ciel et terre également. Après, il y a eu JFK. Oui. Toute cette période-là, en fait. Ouais, effectivement. Ouais. Mais ouais, c'est un rôle. Il reprend. C'est une histoire vraie. Une histoire vraie. Oui, c'est une histoire vraie. Il a énormément travaillé sur ce rôle-là. Et c'est vrai qu'il joue un infirme fauteuil roulant qui revient du Vietnam. Ouais. Un grand rôle. Alors ça, c'est des films, c'est pareil, on les voit plus à la télé. Non. C'est plus diffusé. Alors sur tout ce qui est Netflix, Amazon Prime, je crois qu'ils y sont même pas. Non. C'est des films un peu oubliés, entre parenthèses. Mais alors là, justement, d'où l'intérêt de nous ressortir des belles éditions. J'en ai ramené qu'un parce que je viens de l'acheter. Bah oui, effectivement. Mais Né un 4 juillet en 4K et Blu-ray. Voilà, 4K et Blu-ray, ça c'est une belle édition de l'atelier d'images, qu'on vous avait déjà montré en vidéo. Mais voilà, je vous la remontre vite fait, effectivement, avec un petit digibook. Gronkovitch, le rôle. Ouais. La musique de John Williams qui est exceptionnelle d'ailleurs. La musique de John Williams, on va y revenir, effectivement. Donc voilà, avec un beau digibook de l'atelier d'images. Voilà, cette version-là, voilà, un bon remaster en 4K pour ce film. Et puis la BO de John Williams, donc une partie. Est-ce qu'il y a au moins une petite partie là-dessus ? Alors, une partie Various et la deuxième partie, c'est John Williams. Voilà, il y a la deuxième partie, c'est John Williams, effectivement, qui existe aussi en score étendu, probablement pas encore. En CD. Non, ça n'existe pas en CD encore. J'ai le CD par contre, classique aussi également. Donc voici le vinyle, en tout cas, avec encore une d'ailleurs, j'ai l'affiche cinéma d'ailleurs. Vous l'avez aussi le vinyle d'ailleurs ? J'ai le vinyle, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, quand même. Quand même, Perrin, quand même. Ouais. Et puis, le Laserdisc. Il est beau celui-là, Le voici. Voilà. Donc, alors j'en ai un autre, ce que je lui disais. En pionnier, Et puis oui, il y avait cette première version, effectivement, Philips, voilà, qui était avant Pionnier en laserdisc. Donc voilà. Bon, dommage que vous ne l'ayez pas ramené, mais c'est pas grave. Ouais. La pochette n'est pas pleine comme ça. Non, elle n'est pas pleine. Et je crois que la pochette à US également est pleine. Quand je rachète du laserdisc, parce que j'ai beaucoup de Français. Parfois, effectivement, maintenant, ce que je rachète plus, c'est des imports. Alors, ça peut être des Américains aussi, ça peut être des Japonais avec les hobbies, voilà. Mais c'est vrai que c'est marrant de voir à chaque fois, on peut avoir des covers différents, des choses différentes. À trouver cette pochette non, française. Celle-ci, elle n'est pas courante, effectivement. En tout cas, voilà, très belle. Très bon ce Né un 4 juillet de Tom Cruise. Et on enchaîne à la 7e position, si je ne m'abuse. 7e position. Alors celui-là, Perrin, permettez-moi de vous dire, je ne l'ai pas mis parce que je savais que vous alliez. Et donc du coup, j'en ai profité pour mettre autre chose. Alors, laserdisc japonais de Cocktail. Alors Cocktail, c'est pas son meilleur film. D'ailleurs, on aurait pu le mettre en 10e également. Ouais. Mais c'est un film qui tient à cœur. Alors c'est un peu con, mais j'ai, on va dire entre parenthèses, tout appris de la séduction dans ce film. Oui, évidemment. Et tout est, en fait, les codes de la séduction, les regards, la façon de parler. Tout vient de là, Tout vient de là, en fait. C'est vrai qu'après, vous mettez Top Gun derrière, c'est pareil, vous avez tout compris. C'est sûr. Pour ceux qui ont du mal à séduire, je vous laisse regarder ce film, vous aurez tout compris. C'est comme ça qu'il faut faire. Et après, c'est un grand classique. On va dire que c'est plus un film de nana, entre parenthèses, de femmes. Mais reste une bonne petite comédie. Et n'oubliez pas ce que disait Liam Gallagher. Il disait « Je déteste Tom Cruise, mais j'adore Cocktail ». Alors tout est dit. Voilà. Tout est dit avec ça, effectivement. Alors également, il y a la BO. D'ailleurs, j'ai ramené la cassette audio. Ah oui, c'est vrai que vous avez la cassette audio. La cassette audio, je l'ai vue. Tiens, je l'ai vue au Club Cassette. Petit clin d'œil au Club Cassette. Elle y était, la cassette de Cocktail. Donc la cassette audio que j'écoutais dans mon Walkman à l'époque, en permanence, avec les Beach Boys et Kokomo dedans. Ah bah oui. Et ça, c'est les grands classiques des BO. Ouais. Et ce beau laserdisc japonais, cette affiche également que j'ai en affiche. C'est vrai que la pochette japonaise, elle pète bien. Hein. C'est vrai que belle couleur. Avec des belles couleurs là, effectivement, très très sympa. Donc Cocktail, un film, on va dire, c'est pas le plus grand film de Tom Cruise, mais reste que ça a marqué son époque en tout cas. J'avais vu la loi de Coughlin. De Coughlin, c'est ça. Eh oui. La loi de Coughlin. Coughlin's law. Anything else is always something better. Coughlin's law? Douglas Coughlin. Logical negatives. Flourished in the last part of the 20th century. Propounded a set of laws that the world generally ignored. To its detriment.
Et j'avais vu dans un cinéma en plein air en été, je me souviens. Ah oui, en plein air, ça devait être sympa aussi. Mais j'ai que vous soyez dans un drive-in. C'est ça. Moi, je me souviens, je l'avais vu en plein air en Bretagne, de mémoire. Ah bah oui, sympa, ouais. Et c'est vrai que ça m'avait bien marqué, et c'est que ce soit la BO ou le film en lui-même, même si, bon, voilà, il y a ce côté un peu kitsch. Et il y avait quand même le vinyle que voici. Le vinyle de Cocktail, il est là. Bon, beaucoup de gens le possèdent, oui, évidemment. C'est grand classique, ça. C'est un classique. Donc voilà, mais c'est avec toujours... Elisabeth Chou. C'est vrai qu'il y avait Elisabeth Chou, effectivement. Toujours la belle Elisabeth Chou. Qui était belle, sauf que dans Retour au futur 2. Oui, c'est vrai. Ouais, hein. C'est vrai que c'est étonnant. C'est bizarre. Hein. Bah oui, c'est bizarre. Dans Link a été parfaite. Ouais, dans Holoman aussi. Holoman, et n'oubliez pas, Nuit de folie également. Oh putain, oui. Vous savez, Nuit de folie? Ah oui, Nuit de folie. J'essaie de le récupérer en VHS, c'est très compliqué, ça coûte une blinde. Ah bah il y en a certains qui ont pris des... Nuit de folie, Touchstone, ouais, c'est pareil, ça c'est compliqué à voir. Mais ça, c'est les films des années 80, 88, je crois, il me semble. Bah oui. Ça, c'est très bon aussi. Alors, en 7e posture, du coup, moi, j'ai choisi de mettre Rain Man. Le voici. Donc, Rain Man, ici, dans un laserdisc. Ici, donc là, on était sur un film de Barry Levinson avec, évidemment, Dustin Hoffman. Bon, là, c'était inévitable de mettre Rain Man dans un classement quand même, parce que là encore une fois, c'est un film... Oscar pour Dustin Hoffman dans le rôle. Oui, c'est vrai. Ce qui a beaucoup appris d'ailleurs à Tom Cruise, à savoir se sacrifier dans un rôle. Il s'entourait énormément de grands acteurs et de grands réalisateurs à l'époque. Et il y avait souvent des mentors au début de ses films, dans ses films, en fait, à Tom Cruise au tout début. Oui. Ça soit dans La couleur de l'argent, Rain Man, le célèbre Top Gun et compagnie, effectivement. Of course, I'm an excellent driver. You know how to drive? Yeah. Raymond! You never touch the steering wheel when I'm driving. Do you hear me? Et grand film, BO de Hans Zimmer. Oui. Également. Oui. Et c'est un film que... moi, j'ai ramené la VHS, bien sûr, forcément. Bah oui. Ça, alors, cette VHS-là, je l'avais achetée dans un vidéoclub à l'époque. Voilà. Mais pas le vôtre, du coup. Non, pas le mien, parce qu'on est en 80... Je l'ai acheté en 88, 89. 88, ouais. Alors, c'est une VHS de location également, parce que la VHS vente, c'est les Best of Warner bleus, que j'ai également, mais j'ai pas ramené. Ouais. Mais c'est marrant de voir dans les VHS, justement, parce que je reprends aussi de temps en temps. J'ai plus des ventes et tout ça, mais en fait, c'est marrant parce que vous avez des fois différentes collections de Warner. Et il y a des gros logos Warner, des plus petits. Après, les logos Warner vont changer au fil des années. En ça, fait. c'est marrant de voir ça. Au fil des années, ça change. Moi, j'essaie de collectionner les gros logos Warner, je trouve que j'aime bien. Ah ouais, ça dépend quelle époque. Eh ben, je vous montrerai après. J'en ai quelques-unes pour voir s'il en est. Alors, Rain Man, j'avais également à l'époque de sortie la cassette audio. Ah, et ben je crois que je l'avais aussi, cette cassette audio, et malheureusement, elle a dû se perdre dans les méandres. Avec Aiko dedans. Là, il y a le DVD, il y a le Blu-ray aussi, qui doit être pas loin. Bon, c'est un grand classique sur un grand classique, j'aimerais bien qu'une version 4K sorte un jour également. Non, mais la VHS, c'est très bien. La VHS, c'est très bien. Il faut dépoussiérer un peu les choses de temps en temps, même si par nostalgie, on peut apprécier certaines autres. Bah oui, parce que c'est toute une époque d'avoir ça dans la main. Perrin, passons à la 6e place, Perrin. Allez, film de Steven Spielberg, bien meilleur pour moi que Minority Report, que La Guerre des Mondes, personnellement. C'est vrai, vous avez préféré? Ah oui, carrément. Même si j'aime difficile de dire. Alors, même si j'aime pas le grain également qui est utilisé sur ce film. C'est vrai qu'il y avait La Guerre des Mondes aussi. Alors La Guerre des Mondes, ça me fait penser que j'avais complètement oublié qu'il y avait ça aussi. Ah bah c'est bien, merci. Bah non, mais moi j'ai bien aimé La Guerre des Mondes. La Guerre des Mondes, c'est là où il commençait à devenir fou. Ouais. Avec la scientologie. Oui, c'est vrai que c'était à partir de là. Spielberg ne voulait plus travailler avec Tom Cruise à partir de La Guerre des Mondes. Ah oui, c'est vrai. Il a dit à un moment donné, il a mis des millions dans son film et il l'a foiré en promo, ce qui n'arrivera plus maintenant, je pense. Avec son 512 Levis, Perrin. Ouais, c'est ça, ouais. Vous vous souvenez de ça? Ça, je peux vous dire que derrière, on a acheté le 512. 512 Levis, il était un peu plus large sur le... Un peu plus large sur le bas, effectivement, et donc on avait acheté, le 512. Ça, c'est des souvenirs, c'est des anecdotes, ça. Ouais, c'est vrai, c'est une époque. Hein. Ah bah oui, Perrin. Bon, bref, en tout cas, un grand film de SF. Pour le coup, celui-là, il est très très bon. Même si, je le redis, j'aime pas le grain qui est utilisé par Spielberg dans ce film. C'est vrai qu'il a utilisé une pellicule qui est quand même... Enfin, j'aime pas du tout. C'est un peu dommage. Mais par contre, il y a Colin Farrell dedans. Ouais, mais c'est froid à mort. Il y a Colin Farrell qui est dedans aussi, qui joue très très bien. Ouais, c'est vrai. Colin Farrell qui est un peu oublié quand même maintenant.
Je dirais pas qu'il est oublié maintenant. Par rapport au rôle qu'il faisait à l'époque. Enfin, il a quand même fait des choses intéressantes. Il a joué dans une série récente qui était pas mal. C'est tellement pas mal que vous avez oublié le nom. Alors, je le mettrai en description. Là, je suis pris dans le truc. Dans le truc. Je sais plus trop ce qu'il en est. Non, je sais plus trop ce qu'il en est. Mais effectivement, non, mais si, il a fait quand même des choses, Colin Farrell, récemment. Je mettrai. Ah si, mais il a fait le pingouin. Alors, je me souviens. On voit même plus sa tronche. Alors voilà, oui, c'est vrai qu'il est un peu dissimulé derrière le maquillage, mais il joue très bien. Je vais vous montrer quand même ce format de VHS où on voit très peu la bande. Regardez, c'est caché noir. C'est vrai que c'est curieux. Assez surprenant et assez rare. Ah ouais. La Fox qui faisait ça à l'époque. Oui. Ah oui, effectivement, la noirceur. Ouais. Alors je vous ai ramené le steelbook du coup, moi. Effectivement, il y a aussi la BO également là-dessus. D'ailleurs. Non, c'est pas la BO ça. Non, c'était quoi ça? C'est le DVD ça. Ah oui, c'est le DVD. C'est à l'époque. C'est marrant ça. C'était le DVD plus. Ça fait longtemps que j'avais pas ouvert mon truc. Il y avait les moyens à l'époque. Il y avait le DVD plus Blu-ray. Il y avait le DVD et Blu-ray, mais le DVD dans une petite pochette indépendante comme ceci. Le steelbook, est un peu sobre. Bon, c'est surtout il est un peu gâché par cette bande bleue, mais enfin bon. Ouais. Voilà. Mais ça, encore une fois, ça c'est le genre de film qui mériterait du 4K encore, pour remasteriser un peu ça. Alors, je sais pas parce que le grain est tellement moyen. Je sais pas ce qu'ils peuvent faire en 4K là-dessus. Ce serait pas évident, surtout si on veut respecter ce qu'a fait Spielberg. Bon. Par contre, excellente BO de John Williams. Bah oui. Qui n'est pas sorti en vinyle d'ailleurs, entre parenthèses. Non, c'est pas sorti en vinyle. Non, c'est pas sorti en vinyle, effectivement. Ouais. J'étais en train de réfléchir parce qu'il y a eu Intelligence Artificielle qui est sortie en vinyle. Ils ont fait sortir que je vais bientôt recevoir d'ailleurs. Mais par contre, ça, effectivement, c'est pas sorti en vinyle. Alors, c'était l'époque où Spielberg rendait énormément hommage à Kubrick. Que ce soit d'ailleurs sur le grain de pellicule, je crois, de Minority et de AI. Donc, 6e posture, effectivement, donc j'ai choisi de placer le Dernier Samouraï ici. Voilà, ça aussi, c'était vraiment une épopée. C'est un grand film, ça. Un grand film, effectivement. Voilà, avec, un grand film accompagné d'une grande BO également. Une grande BO de Hans Zimmer avec ce vinyle un peu polémiqué dans le sens où il était quand même assez cher. Mais bon, voilà, j'ai craqué quand même. Au moins, vous l'avez maintenant. Voilà, au moins, il est là. Et puis voilà, ça fait plaisir effectivement d'avoir ce score de Zimmer, encore une fois là-dessus. Les vinyles, je crois que c'était des or. C'est un film d'Edward Zwick. Edward Zwick, effectivement. Qui avait fait Glory. Et Couvre-feu, Perrin. Ouais. Et la relation qu'il a avec la japonaise est d'une beauté, je trouve. D'une beauté, ouais. Parce que c'est dans les regards. Et je trouve vraiment que ce soit la japonaise, alors je ne sais plus son nom, où lui, c'est extrêmement bien joué, et c'est d'une très très grande qualité, une très grande finesse. Et c'est des films à revoir, Le Dernier Samouraï. Pareil, qui est sorti en Blu-ray, mais qui n'a pas le droit non plus, encore une fois, du 4K. C'est un peu dommage, il faudrait aussi le dépoussiérer, celui-ci, parce que là, pour le coup, les images sont très belles sur le Dernier Samouraï, donc ça pourrait être intéressant d'avoir une belle version là-dessus. C'était un film surprenant quand c'est sorti, ça. Ouais, c'était surprenant. Et il y a aussi un acteur japonais dont je mettrai le nom, que j'aime beaucoup, qu'on retrouve dans pas mal de films. Dans Inception. Dans Inception. Voilà, il est très très charismatique, cet acteur. J'aime énormément, effectivement. Donc voilà, un beau film. Puis un score. Puis un score mémorable, effectivement, de Zimmer là-dessus. Et nous passons, Perrin, à la 5e position. Alors, je vais mettre Entretien avec un vampire. Ça, c'est... Oui. Ouais, ça, c'est un de Neil Jordan. Ça, c'est un très grand film. Très très grand film. Et alors, c'est un très grand film. Alors, j'aime énormément la première partie. Oui. Et j'aime beaucoup moins la deuxième. Ah oui. Ouais, je suis désolé, mais quand Antonio Banderas arrive, j'aime beaucoup moins. Ah bon? Ah ouais, ça m'a toujours emmerdé. C'est vrai? Autant j'ai aimé... Alors, le seul inconvénient de ce film, qui est très bon, d'ailleurs également la BO qui est excellente, mais c'est... Il y a Brad Pitt dedans. Brad Pitt qui est pour moi très très faible à côté de Tom Cruise. Alors, ils s'entendaient pas du tout. Ils ne s'entendaient pas sur le film, effectivement. Donc, tiré d'un roman de Anne Rice, Entretien avec un vampire. D'ailleurs, Anne Rice, qui voulait absolument pas de Tom Cruise, elle l'a dit même publiquement, juste avant la sortie du film. Pour moi, Tom Cruise, aucun intérêt. Elle a vu le film après, elle a dit « Je m'excuse auprès de Tom Cruise ». Elle a fait une lettre ouverte à Tom Cruise, disant « Je m'excuse vraiment, tu représentes parfaitement les stats, le vampire ». Très grand film. Alors là, c'est une VHS belge, qu'on appelle les Black Warner. D'accord. J'en ai quelques-unes quand même maintenant. D'ailleurs, j'en ai récupéré une. Je fais une vidéo la semaine prochaine là-dessus. D'accord. Pas sur les Black Warner, mais elle sera dedans. Vous viendrez si vous voulez. Avec plaisir, avec plaisir. Sur l'année 92. Vous savez bien que tout ça, ça m'intéresse. Ah oui. Et donc, les Black Warner sont comme ça.
pour aussi les amis belges qui nous regardent. Ça, c'est une collection vraiment propre à la Belgique. Alors, ça, c'est une collection propre à la Belgique. Ça, c'est une édition vente. Oui. Là, on peut voir, il n'y a pas de... Elle est complètement plate. Hein, ah oui, c'est vrai qu'elle est, elle est plate. Et l'édition locative était des Black Warner également, mais version beaucoup plus haute. D'accord, ok. En tout cas, celle-ci, et puis il y avait le DVD aussi que vous aviez et que moi je ne trouve Warner plus. Le Warner avec le boîtier effectivement. Et alors celui-là, je l'avais trouvé étrangement en vide-grenier. J'ai comme un petit foufou. Vous en reprenez de temps en temps ces DVD-là. Hein. Mais quoi? Les petits DVD. Ah, les petits Warner, mais je fais que ça, je fais toute la collection. Ah bah oui, voilà. Je faisais un 5 ça. J'avais trouvé au moins 10 la semaine dernière. Alors c'est vrai que maintenant, si vous connaissez les boîtiers Warner qui se claquent. Oui, on en montrera. Après. Alors c'est vrai que c'est des boîtiers qu'on n'aimait pas trop à l'époque. Oui, puis étrangement, maintenant je refais la collection de tout. Oui, c'est vrai. Mais complètement taré. Mais il y en a beaucoup qui les recherchent, ce genre de boîtier. Oui, parce qu'en fait, ils s'abîment au fil du temps. Oui, d'ailleurs. Pas comme celui-ci. Comme celui-ci qui est un peu abîmé, il est d'époque. Mais c'est vrai que j'en ai conservé une grande partie. Donc on va montrer Risky Business. Je ne sais pas si vous l'avez mis dans le classement celui-ci. Je l'ai oublié comme un con. Mais vous l'auriez à quelle place? Je l'aurais mis en haut. Ah bah voilà, Je sais pas pourquoi j'ai oublié. Oui, c'était un double face celui-ci, tiens. Hop. Donc double face, il y avait le format sans doute 16/9 d'un côté et 4 tiers de l'autre peut-être bien. Probablement, Je regarde. Voilà, format 16/9 et format 4 tiers. Vous aviez format 16/9, voilà. Donc c'était les DVD d'époque, vous aviez double face, 4 tiers et 16/9 d'un côté et 4 tiers de l'autre. Donc parce que c'était l'époque où il y avait encore les télétubes cathodiques et on était en pleine transition du télé 4 tiers 16/9. En fait, c'est sympa. Alors c'est vrai que ça peut paraître kitsch, mais quand vous en avez, je pense, une bonne centaine, vous. Oui. Moi, je dois en avoir une 60aine maintenant. Et quand vous les mettez sur la tranche, vous avez toute la collection Warner. C'est vrai que c'est Il y a des films vraiment surprenants qui passent plus nulle part. Non. Et on retrouve quand même, c'est quand même sympa d'avoir ça. Ils ne sont pas réédités en Blu-ray. Non. Et quand vous avez tout sur la tranche, ça fait une sacrée gueule quand même. C'est assez sympa. Mais c'est pour ça qu'en fait, quand on a le plaisir de pouvoir conserver en fait toute sa collection et de se dire parfois, tiens, il y avait ça, et c'est là qu'on fait appel et qu'on donne des petits conseils si on peut dire ça comme ça, mais on peut soumettre des idées aux éditeurs de nous ressortir effectivement certains films qui ne voient jamais le jour en support haute définition. Il suffit de regarder dans la collection Warner. On pioche un peu partout, mais alors le problème de Warner, encore une fois, comme me le disent souvent Stéphane et Rania Bubble Pop, c'est que Warner, en fait, ils gardent tout, en fait. Ils ne vendent pas leurs films. Donc voilà, mais alors du coup, en fait, on dépend de Warner pour qu'un film puisse sortir. Parce qu'ils ne veulent pas le vendre en fait. Donc, Sans chaud pour Meurtre de sang-froid par exemple. Mais toute cette collection Warner, tous ces trucs-là appartiennent à Warner et ils ne veulent pas vendre. Donc voilà, donc ça c'est un peu dommage, mais alors il faut qu'ils ressortent effectivement en Blu-ray pour le coup ou en 4K. Et de mémoire également, moi j'étais le voir au cinéma, je suis arrivé 5 minutes en retard. Ça m'a souvent marqué. Oh là là, oui. Ah oui, c'était chaud. Ah oui, ça oui. En fait, quand je regarde le film à chaque fois, je me dis, putain, j'avais raté les 5 premières minutes. Et c'est chaud quand même. Ça, c'est des trucs qui restent. Oui, mais moi non plus. Je déteste quand j'arrive, surtout sur un film que tu veux voir. Ça m'est arrivé quelques fois aussi. Et je peux vous dire que ça m'est même arrivé une fois avec Charlotte. Je lui ai fait la gueule pendant 2 jours. Donc c'est surprenant de notre part. Donc, cinquième place pour ma part. Eh bien, Eyes Wide Shut ici. Comment ne pas placer ce film-là dans le top 10 film de Kubrick, évidemment, qui a été terminé par Spielberg. Puisque... Sur une partie du montage. Oui, sur une partie du montage, effectivement. Mais il l'avait vu, Kubrick, quand même, je crois. Oui, il l'avait quand même vu. Il l'avait complètement vu. Et vous savez que... Alors là, par contre, je vois énormément de critiques cinéma chier sur les versions françaises. Alors... Là, c'était Yvan Attal qui disait. Alors, justement, moi, personnellement, tout ce qui est version française années 80, ça nous a marqué. Oui. Toutes ces voix qui nous ont marqués. Alors, ça chie beaucoup. Je trouve que les versions françaises actuelles sont bonnes, sont très bonnes. Oui. Il faut arrêter de dégueuler là-dessus. Oh bah ça, sauf. Oui. Alors là, la partie 2099, Mission Impossible 2, avec Yvan Attal, c'est insupportable. C'est vrai ? Ah, je peux pas. En fait, quand Tom Cruise parle, je vois Yvan Attal. Et c'est après, Et là, pour le coup, autant je comprends pas ce choix,
ce choix en fait d'avoir choisi Yvan Attal. Après, c'est le seul petit bémol, à voir en VO, forcément. Mais autant les voix de Tom Cruise, bon, il n'y a pas de souci en VF. Je ne savais absolument pas que vous étiez mêlé à cette affaire. Ça a marqué son temps, mais alors ça, Eyes Wide Shut, c'est chaud quand même. Alors peut-être Yvan Attal sur Mission Impossible et tout ça, peut-être ça passe un peu moins. Par contre, je trouve que sur Eyes Wide Shut, ça passait, moi. Ça m'a pas dérangé, on va dire. Ouais. Sur le film-là, hein, j'entends. Mais oui, après, après, c'est le film où Tom Cruise a souffert énormément, puisque Kubrick lui fait refaire ses scènes plusieurs fois, 50... 60... jusqu'à 400 fois. Ouais, 400 fois, il a dû tourner les scènes. Folie, avant de faire l'émission, j'ai regardé effectivement sur Eyes Wide Shut. C'est totalement dingue. Ouais. Il a retourné certaines scènes jusqu'à 400 fois. Puis-je avoir le mot de passe, je vous prie? Fidèle. Et ça a fait... Comme tu allais dans les profondeurs du couple, ça a fait éclater leur couple. Ça a fait éclater le couple à Nicole Kidman, Tom Cruise, effectivement. Et d'ailleurs, la scène où Nicole Kidman est avec un mec de l'armée pour une relation de sexe où Tom Cruise pense pendant le film, et ben Tom Cruise a très très mal vécu cette scène-là puisqu'il a été mis à l'écart. Et c'est vrai que ça a été, je pense, un tournage très compliqué en plus avec Kubrick. Oui, bah c'est sûr. C'est difficile de dire quelque chose quand tu es avec Kubrick. Le tournage a pris 6 mois de retard de mémoire. Mais en plus, si tu es engagé sur autre chose, Tom Cruise, donc c'est chaud quoi. Mais le résultat est quand même au rendez-vous. Parce que c'est quand même un grand film. Bah alors, au niveau de la photographie de ce film, c'est extraordinaire. Au niveau des couleurs. Et la BO. La BO aussi. La BO que je vous montre ici en vinyle, avec ces superbes vinyles qui sont magnifiques. C'est une version Mondo. Alors, tiendra également le spot TV qui a été fait à l'époque avec la musique de Chris Isaak. Oui, quand Chris ils arrivent Isaak, devant le miroir et tout. Exactement. C'est quelque chose de dingue, ça. J'en profite pour vous montrer, un petit coffret Kubrick en Blu-ray où justement il y avait Eyes Wide Shut. Donc voici ce coffret, en l'occurrence, où je possédais, donc Eyes Wide Shut, en Blu-ray, effectivement, et pareil, il n'y a pas de 4K là-dessus, et c'est un petit peu dommage. Vous voyez ce coffret Blu-ray où les Blu-ray se barrent, vous voyez, c'est un peu chiant, c'est ça. pratique. Voilà, j'en connais certains qui sortiraient des marmottes. Mais en tout cas, ça se barre un peu. Ouais, ça se barre, c'est la merde, votre coffret. N'achetez jamais ça. N'achetez jamais ça. Hein. Vous voyez, tout se barre dès que vous l'ouvrez. Donc, c'est absolument formidable. Enfin bon. Le coffret est quand même sympa. Ouais. Alors, puisqu'on est sur la Wide Shut... Oui, en plus, vous avez à chaque fois un petit livret là, où on parle du film, en l'occurrence. Exactement. On va vous faire la lecture. Voilà, on va vous faire la lecture une fois que j'aurai enlevé tous les trucs qui sont tombés. Mais qu'est-ce que c'est que ce coffret foiré? Il y a des petits trucs. Donc voilà. Ça, c'est une petite publicité. Au passage. Bon, voilà. En tout cas, c'est vrai que... Moi, Eyes Wide Shut, je l'avais mis en 4e, donc comme ça, on peut enchaîner directement. Et moi, je suis désolé, je vous ai ramené la VHS d'époque. Mais ne le soyez pas. Ne le soyez pas, parce qu'elle est super. Vous voyez, c'est ça, le gros logo Warner. Donc là, vous êtes dans les années 2000. J'aime bien avec le gros logo Warner, je trouve que c'est sympa. Années 2000, Mais sur les... Et on était sur la fin de la VHS, là. Hein. De VHS, je crois que ça s'est arrêté, il me semble, quelques années plus tard. Ah oui, là, sur la fin. Oui, parce que alors, par contre, les qualités d'image, puisqu'on est sur la fin de la VHS, sont quand même très très bonnes. Hein. D'accord. Ouais, c'est impressionnant. Là, je serais curieux de revoir, pour le coup. Ah ouais, je vous passerai, vous verrez, c'est surprenant. Avec affiche pleine. Elle est sympa. Hein. Bon, ça, je l'avais mis en 4e, mais c'est vrai que c'est pour... Celle-là, celle-là, il faut que je la trouve. Ça vous plairait? Ça me plairait beaucoup. Vous pourrez l'avoir. Oui, ça me plairait. Pour Eyes Wide Shut. Non, mais c'est la collection que je fais, moi. C'est avec le gros logo. J'aime bien avec le gros logo Warner. Je trouve qu'elles sont sympas comme ça. Très bien. Puis nous allons enchaîner donc à la 4e place, Perrin. J'ai choisi de mettre un film qui m'est cher, puisque je suis allé le voir au cinéma et que c'est la première fois que j'ai découvert Tom Cruise au cinéma, avec ce Top Gun ici. Donc, Top Gun... Que dire qu'il n'ait pas été déjà dit, on va dire. Oui, mais je l'ai mis beaucoup plus haut. Vous l'avez mis plus haut, effectivement. Bon, moi, vous verrez, j'ai mis encore autre chose plus haut. Mais voilà, de toute façon, il fait partie du top 5, forcément. Donc voilà, c'est la découverte. Là, c'était notre ami Anthony qui m'avait offert ça à mon anniversaire. Je me souviens, je lui fais un petit clin d'œil. Voilà, merci encore une fois. Ça, c'est un picture disque. Ouais, c'est sympa, on peut l'afficher, l'encadrer.
Donc c'est assez cool, ce genre de choses. Ouais, Top Gun, c'est... Il y a beaucoup de choses. Alors Top Gun, Tom Cruise se mettait beaucoup à l'écart du reste de l'équipe. Ouais. Il est resté beaucoup avec Anthony Edwards. Alors et ça, c'était normal, c'était voulu parce que c'était pour en fait entretenir la rivalité avec Val Kilmer. Mais Val Kilmer disait que Tom Cruise, il pouvait pas le voir à l'époque. Hein. Ah oui. Chaque fois que tu montes en avion, tu es incontrôlable, c'est vrai. T'as pas encore saisi. Saisi quoi? Qui est le meilleur pilote? Et pourtant, l'amitié, après, c'est... Oui, et après, tu as une amitié, mais pendant le tournage, ce fut compliqué quand même. Ce fut compliqué, effectivement, ce fut compliqué. Vous allez voir, là, des très très beaux disques. Ouais, il est beau celui-là. Hop, voilà, c'est la patrouille de France. Ouais, la patrouille de France. Non, c'est le drapeau des États-Unis aussi, parce que je vous rappelle qu'on a aussi en commun ces couleurs finalement. Mais ça fait partie à la patrouille ça fait un peu penser effectivement à la patrouille de France. Donc ça, c'est le vinyle intégral. Alors ça, c'est l'intégralité du score effectivement qui était ressorti à la belle surprise générale. Ouais. Donc ça fait plaisir. Voilà, vous l'avez aussi en CD, vous également. En CD, ouais. J'ai CD étendu avec. Alors dans le CD étendu, vous avez le vinyle étendu, enfin le score étendu. Le score étendu. Sur le CD, vous avez donc le score étendu et vous avez donc le Various également. Oui. Avec Berlin et compagnie, un total quoi en fait. Ouais. Donc le Various, il est là en fait. Oui, j'ai pas mal de choses là-dessus sur Top Gun. Ça, je l'avais repris à pas cher, à 9,99 €. Voilà. C'était une époque où les vinyles coûtaient pas très cher. Ouais, c'est clair. Voilà. C'est là qu'on dit qu'on fout de nous quand même. Bah oui, c'est sûr. Et puis là, là, vous avez des pléthores de choses. Total. D'ailleurs, j'ai même un petit 45 tours d'époque que je vous ai pas ramené, Perrin. Alors, je crois que c'était sur quoi? C'était sur Berlin. C'est Berlin, voilà. Ah oui, forcément. Effectivement. Alors, qu'il y a aussi que j'ai conservé. Il y a un 45 tours de Kenny Loggins également qui existe. Ah oui, aussi. Le Laserdisc de Top Gun, donc la version française pionnière, effectivement, full cover ici, qui est très très belle. Voilà. Ah bon, je l'avais montré dans la spéciale Val Kilmer que j'avais faite. Top Gun. Et puis voilà, qu'est-ce que j'ai tout là-dessus. Hein. J'ai le DVD d'époque, c'était la Paramount ici, voilà. Et puis regardez, je me suis repris récemment parce que un petit HD DVD, Perrin. Ça vous plaît ou pas? Que vous pourrez jamais lire. Je ne pourrais pas lire parce que je n'ai pas la platine, mais encore une fois, pour l'objet, la particularité, voilà, je l'ai trouvé pas cher dans un cache. Ah, je me le suis pris, voilà. Ah, c'est marrant, moi j'aurais pris aussi. Hein. Bah oui, voilà, donc effectivement, mais j'avoue qu'une platine HD DVD me tenterait bien quand même pour... Il y a peu de titres par contre sur HD DVD. Hein. Comment? Il y a peu de titres. Il y a moins de titres que sur le Blu-ray, mais il y avait quand même pas mal de titres finalement au final. Ouais. Mais voilà, histoire, vous savez que j'aime un peu l'histoire du support physique. Donc du coup, effectivement, peut-être que si je trouve une platine à pas trop cher, je serais curieux de voir, histoire de voir un peu ce que ça donne. C'est la concurrence entre le Blu-ray et l'HD DVD. Exactement, voilà, c'était grâce à Sony et la PlayStation 3. On en avait parlé dans une vidéo, effectivement. C'est grâce à ça que Sony a remporté cette bataille, mais qui a valu en fait bien des déboires quand même au Blu-ray par la suite, parce que finalement le Blu-ray a bénéficié quand même d'une promotion bien plus faible que le DVD. Le DVD, en fait, c'était vraiment... Tout le monde était à fond derrière, toutes les majors étaient à fond derrière le DVD. Sur le DVD ou Blu-ray? Sur le DVD. C'est pour ça que le DVD, en fait, reste quasiment encore aujourd'hui un des supports qui fonctionne le plus à travers le monde, parce qu'en fait, il y avait zéro problème. Toutes les majors étaient là, tout le monde poussait derrière le DVD, et le Blu-ray, il a gagné la bataille, mais ce fut pas sans difficulté. Donc voilà, le Blu-ray, il est là, de Top Gun, et puis j'en profite pour montrer également le 4K que voici. Très belle remasterisation d'ailleurs en 4K. Il n'est pas en 3D également, Top Gun? Alors, je crois que c'est une bonne question, c'est possible. Si, je crois, il me semble. Hein. Alors là, c'est possible, effectivement. Ah oui, je crois vous me semez moi, je suis quasiment certain qu'il était en 3D. Alors, je regarderai, mais je ne veux pas dire de bêtises. Si je le trouve, je le mettrai en description et je me mettrai à le rechercher, parce que là, je serais curieux de le voir en 3D. Il me semble qu'il était en 3D. Effectivement. J'en profite pour parler de Maverick. Je sais pas, à moins que vous l'ayez mis dans un classement. Non. J'ai été très déçu. Vous avez été déçu de Maverick? C'est vrai? Parce qu'en fait, Top Gun est vraiment le seul à être déçu de Maverick. Non, mais Top Gun est tellement intouchable au niveau de la photographie de ce film et la façon de jouer. Difficile de... C'est vrai? Alors là, vous me surprenez. Bien sûr, les combats aériens sont top. Alors le scénario... Oui, le scénario pas oufissime. Ça a été pompé sur Star Wars à la fin et tout, avec le missile. Enfin, tu dis, waouh. Oui. Mais, il reprend très bien son rôle finalement. Je veux dire, il y a quelque chose. Enfin, on retrouve cet esprit avec Jennifer Connelly. Etc. Non, mais en fait, il avait une tronche tellement à part dans Top Gun. Et
pour moi, j'aurais pas fait... Enfin, après, ça a eu un succès incroyable, Maverick. Bah oui. Mais oui, après, j'étais le voir au cinéma aussi. Mais pas... C'est difficile de toucher, Top Gun. Ouais. Un lenticulaire. Ouais. Oui, c'est sympa. Hein. Difficile. Après, voilà, bon. Bon, bah écoutez... Alors, j'ai très peur parce que... C'est surprenant. Je pensais que vous l'aviez aimé quand même. Il me semblait même que... c'est difficile quand on était... je me demande si on l'avait pas vu ensemble, ce film-là, en plus, Maverick ? Non. Non, on l'avait pas vu ensemble. On l'avait pas vu ensemble. Bon, mais c'est vrai que... Ouais, là, oui, c'est surprenant. Après, oui, le scénario n'est pas fou dingue, mais je veux dire... Il y a quand même cet esprit un peu... Ouais, mais je trouve que c'est trop fan service. Oui, au début avec le blouson, les lunettes et tout. Mais c'est tellement iconique, forcément. Oui, non, mais je comprends. Je comprends. Mais même moi, je voulais voir ça au cinéma. Ben voilà. Mais les Ray-Ban et compagnie, je voulais les voir. Ben oui. Mais je trouve que malheureusement, pour moi, il aurait dû rester en 86. Puis en plus, il a fait revenir Val Kilmer avec sa maladie. Cette scène émouvante. Non mais Tony Scott... au niveau des couleurs qu'il avait fait sur Top Gun. Oui. Bah, c'était les productions Jerry Bruckheimer. Ouais, c'était quelque chose, quoi. Il y avait effectivement ce grain orangé. Même la musique de Hans Zimmer est presque en deçà. Après, voilà, c'est mon avis perso. Hein. D'accord. Non, mais c'est intéressant, effectivement. Bon, en tout cas, je profite pour le montrer là, même si je ne l'ai pas placé dans le top 10. Mais voilà, en tout cas, en termes de film d'action pur. Et puis voilà, si vous avez une salle dédiée, je salue Cyril. Alors là, par contre, pour le coup, il l'a dans vu une salle avec fois. Il en est dégoûté tellement il l'a vu. Parce que ça, c'était le truc de démo. Quoi. Oui, c'est extraordinaire. Ah oui, c'est vraiment extraordinaire au niveau du son et de l'immersion. Oui. Voilà, puis en plus, il a conduit pour l'occasion il n'a pas conduit, il était à l'arrière. Pas piloté, pas conduit. Il était derrière. Il était derrière. Alors, il était derrière sur les F-18. Par contre, sur d'autres séquences, il a vraiment piloté l'avion. Parce qu'en fait, toute la promo a été faite comme quoi il pilotait. Alors qu'en fait, c'était juste... Alors, il a vécu. Oui, non, mais il a piloté. Si, il a piloté quand même des avions de chasse, mais pas les F-18, parce qu'effectivement, les militaires, l'armée de l'air ne l'avait pas autorisé. Quand même, un pilote, c'est ça aussi. Il sait piloter hélicoptère, avion, tout ce qui s'ensuit. Donc, troisième position. Ouais. Donc, le premier Mission Impossible. Alors, je n'ai pas tout ramené tous les Missions Impossibles, mais Mission Impossible, le 1, dans l'esprit un peu... en plus, c'est de Palma, un peu Hitchcock quand même. Ouais. Enfin, on est vraiment dans l'espionnage. Les plans sont très très bons, hormis la fin que j'aime pas avec le train. Oui. Je trouve ça un peu kitsch, bon, bref. Mais par contre, tout le reste est top niveau. Vous avez aimé l'esprit de ce Mission Impossible, comme beaucoup. Hein. Ouais. C'est vrai que le premier ressort beaucoup dans les classements des Missions Impossibles. Alors également, celui-ci est le 5e. Le Rogue Nation, où il y a Rebecca Ferguson qui apparaît. Effectivement. Et alors celui-là aussi, c'est pareil, il est très bien aussi, celui-là. Au niveau. Mais bon, celui-ci, je l'ai mis haut parce que je trouve qu'il est en très grande forme, Tom Cruise là-dedans en plus. Ouais. Et puis c'est quand même... c'est le retour c'est dirigé par De Palma quand même. Oui, bien sûr. Puis la BO de Danny Elfman aussi, qui reprend le thème de la Lochifrine, mais qui le met un petit peu à sa manière. Et qui, voilà, il est bon, Danny Elfman, dans les thèmes de super-héros. Je pense à Spider-Man, justement. On est en 96. On est en 96, effectivement, avec Jean Reno, Emmanuel Béard, à l'époque où il n'était pas un canard sauvage. Oui, c'est ça. Alors, son époque Joker à l'époque. Voilà, tout à fait. À l'époque, elle était belle. Oui, tout à fait. C'était à l'époque. C'était à l'époque. C'est un petit peu méchant, pardon. Putain, merde. Mais non, mais bon, après, des fois, j'ai envie de dire, laisser le naturel faire les choses. Regardez Sharon Stone. Elle vieillit comme elle est. Et regardez Sean Penn. Ah bah Sean Penn... Vous avez vu Sean Penn derrière moi ? Il est un petit peu vieilli, Sean Penn, effectivement. Il a les cheveux blancs. Oh putain, vache. Vous avez vu ? J'ai pas vu de près comme ça, un peu de loin. Mais, un peu de loin, ça voilà. Après, tout le monde vieillit, comme oui, on vieillit tous. C'est la fin. Ouais, voilà, c'est la fin, je ne sais pas, mais bon, en tout cas, on vieillit. Bon, en tout cas, celui-là, j'avais vraiment apprécié et je trouve que, il fait encore le taf quand on le regarde. La scène de l'aquarium est incroyable, la scène, forcément... Montrez-nous un peu les vinyles, Perrin. Ah oui. Parce que je vous rappelle que... Alors moi, ce vinyle-là a totalement disparu de la collection. Bravo. Ah non, je ne sais pas où il est passé, c'est terrible. Hein. Du coup, j'ai l'impression que je me le suis fait voler. Il pense que c'est moi. Non, c'est pas le plus comique. Non, c'est pas vous parce que je vous l'ai offert. Voilà. C'est ça qui est drôle. Donc c'est pas moi. Non, c'est pas vous, Perrin.
À moins que vous en ayez 2. Non. Et j'ai même une vidéo qui atteste comme quoi c'est vous qui l'avez offert. Voilà, en plus. Voyez. Effectivement. Ça a été filmé. Voilà, le rouge, vert, le chewing-gum qui explose à la fin. Effectivement. Et qui explose également sur l'aquarium. Ouais. Et très très bonne BO. Donc double disque. Bon, il va falloir que je me le reprenne parce que maintenant, voilà, je sais pas où il est. Ça se trouve, il est noyé dans tous vos disques, vous savez plus ce qu'il y en a. Hein. Si, mais je les ai regardés encore, impossible de le retrouver. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai tout sauf le premier. Je ne sais pas où est passé le premier. Et effectivement, on avait fait une vidéo où on avait montré les deux, donc... Ouais, donc c'est étrange. Ouais, très curieux. J'aime bien parce qu'il regarde mon vinyle, il doit penser, non, c'est à moi. Non, parce que je sais qu'il existe aussi en vinyle noir. Mais je crois que vous aviez le black, vous. Hein. Mais pas du tout. Vous avez pris la version Eco Plus. Non, pas du tout. Pas du tout, j'en suis certain. Ah, ok, ça va. Non, j'en suis sûr. Non, je suis sûr de moi. Faudrait que je regarde les vidéos du Vinyle Club de l'époque. Regardez, ouais. Et n'oubliez pas que De Palma, c'est vrai que c'est un réalisateur on n'entend plus trop parler. Mais c'est pareil, ses films à l'époque étaient extraordinaires, De Palma. Quoi. Évidemment. Remettez le petit oublié. Alors moi, Perrin, en 3e posture, j'ai mis aussi, figurez-vous, Mission Impossible. Alors, j'avais envie de dire, j'allais mettre l'intégralité de la saga en 3e position, mais comme vous en avez choisi un, je vais en choisir un également, Perrin. Je choisis Fallout. Comme beaucoup de gens, ils aiment bien Fallout. Ouais, je choisis Fallout parce que déjà, il y a une sorte un peu j'allais dire, de renouveau. Peut-être un élément clé. Déjà, c'est le réalisateur de Macquarie, effectivement, qui officie sur Dead Reckoning, partie 1, partie 2, donc qu'on va voir très bientôt pour la dernière partie. Également sur Rogue Nation. Et également sur Rogue Nation, effectivement. Mais c'est vrai que là, il y a pléthore de cascades quand même très spectaculaires. Le scénario est bien fait. Il y a Henry Cavill aussi là-dedans. Ouais. Et donc, la scène de baston dans les toilettes, c'est redoutable, ça. Ouais, c'est vraiment redoutable. Donc le voici, ce Mission Impossible Fallout. Ici. Et les vinyles sont assez sympas aussi. Donc il y a toute une collection chez Mondo ici de vinyles. On va vite fait les montrer très rapidement. Donc vous aviez le Fallout ici avec un vinyle un peu gris. Gris même d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Qu'il soit un peu gris alors qu'il est gris. Voilà, il est un peu gris et gris. Donc voilà, c'est un petit grisou. Donc c'est une des BO que je préfère. Alors, et c'est ça aussi le renouveau de la BO, parce que là c'est Lorne Baff et qui a composé effectivement ce score. Alors j'aurais bien aimé quand même sur Mission Impossible que chaque film, et ça c'est une erreur je trouve, ait son réalisateur propre. Oui. Et son compositeur propre. Aussi. Ça aurait été pas mal de continuer comme ça en fait. C'est vrai que ça aurait été pas mal. Effectivement, c'était un peu le cas des 2 premiers finalement. Oui, des 3 même d'ailleurs. Des 3 premiers, oui. Des 4 même d'ailleurs. Oui, des 4. Il y a Brad Bird sur le 4e. Effectivement, donc voici le 2. Hans Zimmer ici sur le 2. Voilà, là c'est des beaux vinyles flammes là-dessus. John Woo à la réalisation. Et le 2 qui est un peu le mal aimé parfois. Il a un côté kitsch maintenant avec les ralentis, voilà. Et puis le méchant, il est quand même foireux là-dessus, quand même. Il a vraiment aucun charisme. Il faudrait que je le revoie parce que il y a quelques scènes sympas quand même. Ouais, j'ai l'affiche du film, vous aussi également d'ailleurs. Et oui, et il y a Anthony Hopkins. Et il y a Anthony Hopkins, effectivement. Et puis John Woo, il était, c'était la grande époque John Woo. Ouais. Il faisait des choses quand même assez intéressantes. Et il y avait également le 3e qui était plus sombre, ici. Beaucoup plus sombre. Donc là, BO composé par Michael Giacchino. Et vous aviez des vinyles. Cette fois-ci, j'avais un bon rouge. Tiens, il y a une pochette antistatique là. Hop. Voilà, un bon rouge marbré transparent un peu. Ouais. Voilà, qui est assez sympa. Donc voilà, là aussi, les BO de Mission Impossible sont d'une manière générale quand même assez sympas. Ouais, ça speed bien. Hein. Et puis, celui-ci était très bien aussi, Protocole. Ouais. Protocole était sympa, avec cette quand il escalade la tour de Dubaï. Là. Ah ouais, c'est impressionnant ça. Alors ça, c'était. Il y a Jérémy Renner dedans. C'était la folie. Voilà. Jérémy Renner, effectivement, et pas Jérôme. Donc voilà. Et puis donc ici, un beau vinyle couleur sable. Voilà, couleur un peu Qatar finalement. Voilà, en vous remerciant. Oui, exact. Il était bon celui-là. C'est pas mal.
qu'on salue, hein, d'ailleurs. Et puis, donc voilà, donc en tout cas, ce protocole... Je l'ai pas celui-là, moi, c'est celui qui me manque. Ah, c'est celui qui vous manque, celui-là. Alors par contre, il y a un truc qui est méga chiant chez Mondo à cette époque-là, c'est que ces cons-là... Ah, ils ont collé le hobby, Ils collent le hobby. Oui, non, oui, mais... oui, peut-être le retirer un petit peu. Ah non, ne le faites pas. Ah si, on retire. Oh non. Ah non, Péra, vous allez le déchirer. Il est extrêmement sensible. Ah. Mais il en manque un, je crois. Il en manque un. Il manque le Rogue Nation. Le Rogue Nation. Qui n'est jamais sorti. Effectivement. Et puis le dernier, c'était donc le 7e volet, Dead Reckoning, ici. Sympa aussi, qui est sympa aussi, avec de nouveau Lorne Baffle à la composition. Et là, nous avions des vinyles qui sont assez jolis. Regardez-moi ça. Ouais. Il est sympa, celui-là. Sympa, Voilà. Très, très sympa aussi, ça. Donc voilà. Le 7e, figurez-vous donc que j'ai revu. Pour l'occasion. Moi aussi. Ah, vous l'avez revu aussi. Exactement. Alors là, je me suis fait plaisir et j'ai mieux apprécié qu'à ma séance de cinéma. Alors j'ai trouvé sympa, sauf le point noir de ce film, c'est je trouve la fin dans le train qui est très très longue. Et il y a un truc qui a vraiment emmerdé dans ce film. Pardon. Qu'est-ce que c'est ? Il y a un truc qui a vraiment emmerdé dans ce film, c'est les deux flics qui suivent en permanence et aucun intérêt. Ah oui, c'est vrai que les deux flics, ça va rien du tout. Oui, puis alors à un moment donné, en fait, ils ont compris qu'il était gentil, puis à la fin, ils recommencent. Ça, c'est vrai, c'est vrai que c'était un peu... Voilà. C'est vraiment... Puis, c'est vrai que c'était un peu con. Aucun intérêt. Voilà. Donc ça, c'était le steelbook du 4K, avec une piste Atmos en français, Perrin. Donc moi, on se fait plaisir dans la salle. Ça fait plaisir, mon coco. Je me suis fait plaisir, là, Perrin. Je peux vous dire, là, j'y suis allé un peu à fond. T'es heureux, les voisins. Les voisins n'étaient pas là, c'est pour ça, Perrin. J'en ai profité, voilà. Donc c'était quand même sympa. Et puis voilà, je vous remontre l'intégralité. Voilà, j'avais ce petit coffret en 4K où vous aviez tout dedans, excepté le 7 que j'ai à part forcément. Et puis, le 8. Et le 8 qui viendra. Faut racheter un coffret. Il faudra racheter un coffret, peut-être qu'ils ressortiront dans l'intégralité avec des beaux steelbooks je pense, oui. au prix de 459 €. Exactement, et que vous achèterez quand même et vous serez content. Alors, vous remercie. Bon, donc nous arrivions, Perrin, à la deuxième posture. Alors, j'en ai mis deux. Ah bah oui. J'aurais pu en mettre 4 avec celui que vous avez présenté d'ailleurs. J'attendais que vous le mettiez 8, quand même. D'ailleurs. Le quoi ? Lequel ? Horizon. Oui. Oui. Oui, Horizon Latin. Encore un film un peu oublié de la carrière de Tom Cruise, avec Nicole Kidman, et film de Ron Howard. Film en 3 parties. Oui. Une partie en Écosse, une partie à Boston, et une partie quand ils vont conquérir leur terrain. Le début des pionniers. Mais je trouve, alors Ron Howard, à l'époque, savait emballer les films, et il faisait tellement de genres différents. Cocoon, Willow, Horizon Lointain. Et alors, je trouve que la performance de Nicole Kidman dedans est très très juste. Et alors, les grands airs, les grands espaces qu'on ne voit plus maintenant au cinéma, sauf avec Horizon. Mais c'est vrai que ça fait du bien de voir ces films-là. Ça me fait penser un peu à Légende d'automne, ce film, dans le registre. Ah bon ? C'est bizarre. Pas grand-chose à voir. Non, mais dans le registre. Ah ok, ça va. Mais c'est la même... je n'aurais pas très loin. 95-96 peut-être les gens. Sans doute. À cette époque-là. Et c'est vrai qu'on avait le droit encore à des grands films comme ça. C'est des films d'épopées, quoi. Ouais, c'est ça, des grandes épopées. Ouais. Et alors le seul petit point de ce film, je trouve, c'est le début, le premier quart d'heure qui est un peu long à se mettre en place. Puis après, dès que ça démarre, quand vous êtes à Boston, là c'est lancé avec les combats de boxe. Je trouvais ça très très bon. Il faut que je le revoie. D'ailleurs. Alors je l'ai revu en Blu-ray par contre. C'est ça. Je l'ai repris en Blu-ray justement pour le revoir. Très très bon ça. Parce que je l'avais pas dans la collection, je l'ai pris assez récemment celui-ci. Et je me suis dit c'est curieux que je l'ai pas ce film-là, donc du coup quand même. Donc allô, donc voilà, donc je vais redécouvrir ça. La BO également est très bonne. Alors BO de John Williams. Oui. Excellente BO. Très très bonne, très très bon score. Une des meilleures, je trouve, de John Williams également. Voilà, ça c'était la première version, le premier pressage en Philips donc. Alors regardez. Ah, c'est un double. Ouais. Alors, par contre, c'est extrêmement moche. Et dehors. Voilà, ils sont fous. Philips, au début, il ne savait pas trop ce qui se passe. Non, c'est pas trop ce qu'il en est. Il savait pas trop ce qu'il en est. C'est quoi l'intérêt, ils sont fous. Je sais pas. Bon, j'ai classé également en deuxième La couleur de l'argent, le film de Martin Scorsese. Oui. Que j'aime beaucoup. Il est excellent dedans. Un prodige du billard. J'étais sûr que vous alliez le mettre celui-ci. Ah ouais, je connaissais quasiment votre classement, Perrin. Et il en manque quand même. Il en manque. Il y en a un que j'aurais pu rajouter, c'est Outsider également. Oui, effectivement. J'aime beaucoup Outsider. Effectivement. Ça c'est pareil. Mais même s'il a un petit rôle dedans, il est quand même très très bon. Et donc avec Paul Newman, comment Scorsese filme le billard
Oui. Alors de base, ça aurait pu être chiant, mais c'est tellement bien filmé. Et Tom Cruise était tellement bon au billard. En fait, Scorsese avait pris une doublure pour les scènes de billard, pour que ça soit en plusieurs prises. Il était tellement bon, comme quoi déjà à l'époque, il est complètement taré, qu'il a pu filmer tout d'un coup en fait. Donc c'est vraiment... puis score bluesy. J'aime beaucoup. Donc ça c'était une suite puisque Paul Newman avait fait l'arnaqueur dans les années 60 il me semble. Et il reprend son rôle d'Eddie, joueur de billard. Pardon, excusez-moi, c'est la VHS de location celle-ci. Ah oui, je vois bien, je vois bien. VHS de location. Regardez encore le nom du vidéoclub, tiens. Je sais pas s'il y a... Il y a un nom ou pas? Non, il y a juste un numéro. Si. Attention. Gilbert Kerlock à Brest. Gilbert Kerlock à Brest. Si quelqu'un connaît Gilbert Kerlock, le vidéoclub à Brest, allez hop, vous nous laissez un message. Numéro de la cassette. C'est marrant, moi j'aimerais bien voir ça, des témoignages comme ça serait marrant ça. De Brest. À Brest, effectivement. Moi j'ai choisi de placer Vanilla Sky. Film que j'aime beaucoup aussi également. Vanilla Sky qui est donc un remake du film Ouvre les yeux. Alors petite parenthèse, Ouvre les yeux, j'ai préféré Ouvre les yeux qu'à Vanilla Sky. C'est vrai? C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, mais bon, pourtant, il y a la performance de Tom Cruise dans Vanilla Sky est quand même excellente. Puis la BO est magnifique aussi. La BO est absolument dantesque, vous voulez dire, Perrin. Là, il y a tout dedans. REM, les Chemical, la totale. Chemical, Peter Gabriel, Paul McCartney, Radiohead. Oh là, vous faites plaisir avec cette BO. Et on voit un petit caméo. Alors c'est marrant parce que dans le film, on voit un caméo de Spielberg qui arrive parce qu'il était venu voir Tom Cruise pour la Guerre des Mondes. Ah oui, effectivement. Donc il était de passage en fait sur le plateau. Forcément. Tom Cruise encore une fois dans un rôle relativement dramatique. Voilà, le Blu-ray ici. Et puis le 4K, il a été ressorti en 4K, ça fait plaisir aussi. Ça fait plaisir. Tiens, j'en profite juste, j'avais oublié de vous montrer le Laserdisc de Mission Impossible, le premier du nom. J'avais ramené aussi, non? Oui, j'ai oublié. Oui, vous n'avez pas montré, Perrin. Oui, j'ai oublié. On en arrive à la fameuse première position. Alors, on va pas revenir dessus, j'ai juste ramené... Donc vous l'avez mis donc en numéro 1. Oui, forcément, je l'ai vu des centaines de fois. Moi, j'ai cru, Perrin, jusqu'au bout. J'ai cru que vous alliez j'ai oublié. Que vous alliez nous mettre ça au Risky Business, Perrin. J'ai oublié comme un con. Parce que ça, c'est quand même aussi... Mais vous avez vu tout ce que j'ai ramené? J'ai bien compris, Perrin, mais bon, il faut le mettre ex aequo, là. Je mets ex aequo, alors. Avec Rebecca de Mornay. Donc là, vous êtes sur un laserdisc japonais de Top Gun. Oui, je le connais bien, Perrin, celui-ci. Pourquoi vous connaissez bien? Allez, dites-tout, ça vous fera plaisir. Oh non, je le dis plus, dites-le. J'ai plus rien à dire. Dites-le. Non, mais il est beau, c'est vrai qu'il est beau. Il est beau, hein. En tout cas, en première position, moi j'ai choisi Entretien avec un vampire. Voilà, carrément, j'y vais les pieds dedans. Parce que l'univers vampirique, vous savez que j'adore. Et pour moi, c'est le numéro 2, c'est le deuxième meilleur film de vampire derrière Dracula de Coppola. J'ai vraiment un attachement aussi à Entretien avec un vampire. Et j'ai aimé aussi la seconde partie pour ma part, pour le coup. Oui, j'ai quand même aimé, effectivement. J'aime bien, en fait, justement, cette... tout se déroule sur plus d'un siècle, quasiment. On découvre à chaque fois de nouveaux personnages. C'est le côté théâtral en fait de la deuxième partie qui m'a un peu emmerdé. Oui, mais justement, parce qu'en fait, pour passer, on va dire, inaperçu, les vampires se sont regroupés dans une troupe de théâtre. C'est la façon dont c'est joué. Ça m'a un peu... Antonio Banderas, très noir, très sombre. Sans oublier le titre des Guns à la fin quand même. Oui, aussi. Il y a plein de choses là-dessus. Entretien avec un vampire. Oui, pour moi, c'est vraiment un de mes films fétiches. Voilà, avec le Dracula de Coppola. Donc pour moi, effectivement, j'ai choisi de le placer en numéro 1. Bon, après, c'est sûr qu'il y a tellement de films. On peut rajouter Jour de tonnerre. On peut rajouter La Firme. Évidemment. Edge of Tomorrow. Jerry Maguire, il y en a tellement. Jerry Maguire, allez, on fait vite fait un petit peu les choses. Vinyle de Jerry Maguire, effectivement, ça c'était sympa aussi d'ailleurs. Il y avait un beau DVD aussi à l'époque, regardez, sur Jerry Maguire. Regardez ce petit digipack. Tac. Voilà. C'est sympa ça aussi. Il est sorti aussi en 4K d'ailleurs. Jerry Maguire que je possède aussi, je l'ai pas ramené là, mais en tout cas voilà, il est aussi en 4K. Ça fait plaisir, Jerry Maguire. Vous aviez Edge of Tomorrow aussi. Ouais, c'était sympa ça. Il y a une suite qui était prévue apparemment. Effectivement. Une suite est prévue, on entend parler de ça depuis un petit moment. Il y avait un superbe coffret Warner sur Edge of Tomorrow ici. Voilà, très très sympa.
avec... Ouais, j'avais bien apprécié ce film-là, ouais. Alors c'est pareil, il y a d'autres films, Valkyrie... Ouais, c'est vrai qu'il y a Valkyrie aussi. Ouais, mais ça, c'est pas encore Jack Reacher. Ouais, Jack Reacher, oui. Night and Day. Ouais. Il y en a un paquet. Hein. Edge of Tomorrow que je possède également en 3D. Parce que là, il y a une version 3D pour le coup qui était très sympa aussi. Donc voilà pour Edge of Tomorrow. Donc très sympa ce film-là aussi. Bah, c'est vrai que la suite, ça peut être sympa. D'ailleurs, il doit toujours aller dans l'espace, hein, Tom Cruise. Hein, je suis pas certain en fait. Ça y est, c'est fini ce truc-là. Je crois que ça. Et puis voilà, il y avait Oblivion aussi qu'on n'a pas parlé. Oblivion, ouais, très très bon Oblivion, aussi. Ça c'était BO de M83. Ah, la BO de M83. Ouais, c'est sympa, bon film SF. Excellente BO. Hein. Alors là, vous pouvez y aller, vous pouvez vous faire plaisir. Prédateur de trône. Mais évidemment, il y avait donc Jour de tonnerre. Voilà, l'affiche est là. Magnifique affiche. Voilà, effectivement. J'ai hésité entre Alors, plusieurs Jour de tonnerre, affiches. c'est très sympa, mais ça a un peu un copier-coller de Top Gun quand même. Bon, voilà. Par contre, la BO est BO exceptionnelle aussi. C'est Top Gun en voiture, quoi, vous voulez dire. Ouais, c'est ça reprend les mêmes codes en fait. Hein. Ouais, c'est vrai. Regardez, le vinyle, par contre, est superbe. Ouais. On va saluer Dimitri. Ouais. D'ailleurs, à ce sujet. Qui a fait une vidéo d'ailleurs sur l'émission Impossible. Ah oui, c'est vrai qu'il a fait une vidéo également. Tu l'as pas regardé, tu m'as dit. Sur l'émission Impossible. Bah, pas encore, mais j'ai le temps de rien faire en fait. Mais en tout cas, voilà, ça c'est très très sympa. Jour de tonnerre, puis cette BO de Hans Zimmer. Et là, ça faisait plaisir d'avoir l'intégralité du score. Ouais. Qui est sorti aussi en CD, mais voilà, ça fait plaisir. Le Various, c'est sympa aussi. Le Various, c'est sympa, voilà, la pochette d'époque. D'ailleurs, il y a les Guns, c'est Elton John, il y a Cher. Évidemment, le 4K est juste à côté, voilà. Edge of Tomorrow, on en a parlé. Donc voilà, qu'est-ce que il y avait encore un peu de Laserdisc. Voilà, il y avait ce Jour de tonnerre. Très beau Laserdisc. Ouais, celui-là est sympa aussi, hein. Full cover comme ça. La Firme aussi, excellent film. La Firme, voilà, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que c'était sympa aussi, ça, La Firme, qui est sorti aussi en 4K. Récemment, qui est juste à côté. Bon, voilà, on va pas tout déballer, mais enfin voilà. Et puis le Jerry Maguire, il est là aussi en Laserdisc. Alors j'ai la version US de Jerry Maguire. Ah oui, vous avez la version US. Exact. Et là, c'est une version. Il y a aussi un film qui est très très bon, c'est Des Hommes d'honneur. Des Hommes d'honneur aussi, bah oui, bien sûr. Excellent, regardez. Ça. Sympa ça. Ah oui, c'est sympa. Hop. Donc voilà, Des Hommes d'honneur, oui. Did you order the code red? I did the job. Did you order the code red? You're goddamn right I did! Je pense qu'on a un peu fait le tour, hein, finalement. Ouais. C'est pas mal. Bah écoutez, voilà, donc peut-être que je rajoutais, donc comme je vous ai dit, la petite critique, donc on verra ça juste après éventuellement. Eh bien le voici mon avis donc sur Mission Impossible 8. Voilà, alors est-ce que la fin de ce Mission Impossible est satisfaisante ou non? Je suis un petit peu partagé, un petit peu mitigé. Mais en même temps, voilà, on peut quand même reconnaître des qualités à ce Mission Impossible 8. Vous aurez le droit notamment à 2 séquences absolument dantesques. Une séquence sous-marine qui est extrêmement impressionnante, qui rappelle vraiment les plus beaux jours de Abyss par exemple, ou de la scène de Titanic de Cameron. Enfin voilà, il y a une séquence qui est extrêmement impressionnante effectivement, voilà, où Tom Cruise a été en apnée pendant un certain temps, hein. Je crois qu'il a dit qu'il pouvait tenir en apnée jusque 6 minutes, donc c'est absolument affolant ce qu'il a réussi à faire sur cette scène. Et puis une deuxième scène un peu plus tard avec une séquence aérienne complètement folle. Je crois que c'est peut-être la cascade la plus dingue qu'il ait réalisée. Voilà, et c'était absolument spectaculaire à souhait. Alors il y a des petites longueurs effectivement sur ce Mission Impossible 8, mais voilà, d'une manière générale, à la toute fin, il y a aussi une petite ouverture sur éventuellement un autre Mission Impossible, et ça c'est vrai que c'est un exercice assez compliqué de laisser une porte un petit peu entrouverte. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait sur ce Mission Impossible 8. Quelques incohérences au niveau du scénario ou des facilités scénaristiques sur ce Mission Impossible 8, bon, comme c'était aussi déjà le cas dans le 7 d'ailleurs. On va quand même pas bouder son plaisir. Et voilà, on assiste quand même, malgré quelques longueurs, à un Mission Impossible, encore une fois, de qualité, même si tout n'est pas parfait. Voilà, donc c'est quand même un final assez intéressant globalement et assez satisfaisant. Même encore une fois, si voilà, tout n'est pas forcément réussi. Mais bon, le problème, c'est le scénario de base du 7 qui était déjà pas exceptionnel, comme je l'avais déjà dit. Même si j'ai plus apprécié finalement le 7 en le revoyant dans la salle dédiée. Voilà, mais le 8 conclut finalement une saga. Voilà, donc on va revenir également dans ce 8e épisode sur un peu
la globalité de tous les épisodes auxquels on a eu droit jusqu'à présent. Il y a des petits clins d'œil forcément ici et là, des choses qui vont nous rattacher à tous les épisodes. Ça, c'est quand même bien fait pour la plupart du temps. Donc voilà, mais voilà, tout n'est pas forcément réussi. En tout cas, encore une fois, on ne boudera pas son plaisir à voir ce Mission Impossible 8 et notamment 2 séquences d'anthologie encore où Tom Cruise nous prouve encore qu'il est absolument incroyable dans ce rôle. On se demande bien qu'est-ce qu'il va pouvoir encore nous faire ou s'il va nous faire encore des choses aussi spectaculaires qu'il aura fait sur toute cette saga en termes de cascade et d'action. C'est tout de même sidérant. Et on se retrouve tout de suite pour la conclusion. Et puis en attendant, écoutez, je vous remercie Perrin pour ce petit tour d'horizon de Tom Cruise à l'aube de ce Mission Impossible 8 qui sera le dernier d'après vous ou pas ? Oui. Ah, il l'a dit, mais bon, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Non, je pense qu'à un moment donné... Oui, bon, après, à un moment donné, il faut rester prudent. En fait, le truc, c'est qu'il faut voir les recettes. C'est un film qui a coûté 400 millions. Mm-hmm. Alors, vu les premières critiques, je doute fort qu'il remplisse les salles à 2000%. J'y croyais à ça, vous ? Que ça remplisse pas les salles ? Ouais. Ça va être compliqué, je pense. C'est vrai ? Ouais, je pense, les critiques sont vraiment assassines quand même. Assassines ? Moi, j'ai rien regardé, mais enfin bon, voilà, on se fera notre propre avis. On est sur des films de 2h50. Ouais. Actuellement... c'est sûr qu'on est sur des films long format. Actuellement, les gens ne veulent plus voir ça. Que nous, on y aille, ok. Mais la jeune génération, on a des films de 2h50, ça leur fait peur. Ouais, ça leur fait peur. Ils sont comme ça sur leur téléphone en permanence à regarder des trucs qui durent 4 secondes. Oui, ils scrollent. Ils n'ont plus rien à foutre des films de 2h50. C'est ça le problème en fait. Oui, mais les productions, etc. ne l'ont peut-être pas encore assimilé ou compris. Ouais. Et il risque d'y avoir certaines mauvaises surprises. Effectivement, déjà, on sent le ras-le-bol des films Marvel et compagnie parce que plus rien ne fonctionne à ce niveau-là. Enfin. Donc, il faudrait peut-être revenir sur des choses, des basiques, des films un peu différents, des films. J'attends également, rien à voir avec Tom Cruise, mais le nouveau DiCaprio m'a l'air sympa. En tout cas, voilà. Merci infiniment de nous avoir suivis. Donc, le petit pouce qui fait plaisir, qui fait avancer la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner chez Thomas. Donc, vous avez un TikTok là, qui cartonne en ce moment, là. Vous êtes mis à ça. Ouais, alors je me suis mis, je fais des... donc, le TikTok, c'est thomas.popone. J'étais chercher vachement loin le nom. C'est vrai, vous avez fait un peu de recherche. En fait, j'ai fait ça à l'arrache. Et c'est des edits que je fais. On appelle ça des edits. En fait, généralement, quand je regarde un film, je prends 45 secondes, je coupe les scènes, je mets la musique du film et je balance ça. J'ai un edit qui va arriver au million de vues. Vous voyez, comme quoi. J'ai un edit à 800. Alors, ça peut brasser... plein de films, je passe de Grease, donc qui va arriver au million de vues, Voyateur, Peu danser avec les loups, Dernier Samouraï, Mission Impossible et tout. De l'ancienneté. Rocky, c'est des trucs qui fonctionnent très bien. Je suis à 800 000 vues, donc ça n'a rien à voir avec YouTube au niveau de la... Mais après, c'est du scroll. Oui, c'est du scroll. Ouais. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de faire ça actuellement. Court, effectivement, ça donne des petites idées d'extraits de films. Et puis, je vois, en fait, sur des films, par exemple, comme Bodyguard que j'ai fait, qui a marché, les gens sont contents de revoir ces extraits de films-là. C'est assez surprenant en fait. Mais il y a des gens en fait qui disent mais on peut plus les voir ailleurs. Alors hormis le support physique, ce qui est intéressant là d'ailleurs puisque vous en parlez assez souvent, c'est que les gens mais où est-ce qu'on peut le regarder ? Mais je dis il faut acheter le film en Blu-ray ou en DVD. On en revient toujours à la même chose, le support physique parce que le streaming effectivement, vous ne possédez pas le film, 2, vous pouvez être sûr qu'à un moment donné ça disparaîtra du truc. Et 3, voilà, c'est la conservation du support, d'avoir sa petite vidéothèque, de pouvoir choisir tiens quel film on va faire, la transmission également, vous le transmettez aussi à vos filles, et voilà, et comme ça on peut effectivement s'amuser, transmettre, regarder, partager. Et donc je vous invite pour une vidéo YouTube sur les VHS, et donc les films, donc, toujours sur cette chaîne Pop One, sur les films de l'année 1992. Voilà. Donc il y a plus d'une dizaine de films, et là quand j'ai regardé Horizon Lointain qui date de 92, je me suis dit c'est incroyable. Mais les années 90, Perrin, c'est de la démence. C'est une les années folie, 80, c'était déjà de la folie, mais les années 90, c'est aussi de la folie. Donc on va revenir dessus, vous viendrez chez moi. Avec grand plaisir. Et on fera donc cette année 92, qui est absolument passionnante en termes de cinéma. Bon, écoutez, merci infiniment de nous avoir suivis. Donc les abonnements de part et d'autre. Et on se retrouve très bientôt pour la suite des opérations. Et croyez-moi qu'il y a encore pas mal de choses. Là, j'ai encore 10 000 montages à faire. Alors, ciao. Salut. Don't be afraid. I'm going to give you the choice.